on pense tous, quand on ouvre, d'être pas le meilleur coach, mais se dire, je suis assez bon coach et ça va le faire. Et bah, malheureusement, il y a des fois des coachs qui ont pas assez d'expérience, par exemple, dans le CrossFit. Alors, il y en a de moins en moins. Mais je sais, à l'époque où on a ouvert, il y a des personnes qui coachaient ou qui ouvraient des box et qui n'avaient pas assez d'expérience dans ce domaine-là. Et quand tu dois coacher l'haltérophilie et que tu n'en as jamais fait ou que tu en as fait seulement 5 fois dans l'année de ton BPGEPS, ça se voit et ça se ressent. Et les membres le ressentent. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, le podcast qui t'aide à développer tes connaissances et tes compétences dans tous les domaines du sport et de la santé, que tu sois sportif amateur, athlète compétiteur, coach, prépa physique ou kiné. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et j'espère que tu apprécieras ce nouvel épisode. Sans plus attendre, le podcast. Monsieur Millier, bienvenue sur le podcast. Salut Sean. Luc, enfin j'ai envie de dire parce que ça fait beaucoup trop longtemps que j'essaye de faire un podcast avec toi. Ça devait se faire, ensuite ça a bougé, je pense que ça a bougé 5 ou 6 fois. T'es un dur à cuire et moi j'ai un horaire de psychopathe, donc ça aide pas malheureusement, mais enfin on est là et on peut enregistrer ce podcast. Luc, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, les 3 auditeurs qui ne te connaissent pas encore, dis-nous un petit peu sur toi, qui es-tu et que fais-tu mon ami? Je m'appelle Luc Millier, j'ai 31 ans, papa d'une petite fille de 2 ans et demi. Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis gérant et coach à CrossFit Grelen à Colmar. Et je gère et je programme la programmation Mjolnir Training, donc avec plein d'autres programmations. Mais voilà, ce sont mes deux et trois activités principales avec Liv, du coup. Super. Et j'aimerais bien orienter ce podcast un petit peu plus sur l'aspect entrepreneuriat qui, moi, m'intéresse beaucoup. Toi, c'est quelque chose que tu fais déjà depuis très longtemps et tu le fais très bien. D'ailleurs, on parlera un petit peu de la formation que tu as mis en place récemment côté business. Mhm. Quand est-ce que tu as ouvert Grillen? Quand est-ce que tu as commencé avec Est-ce que c'était ta première salle ou tu avais une salle avant déjà? Non, c'était ma première salle. Alors, j'ai ouvert CrossFit Grelen avec Isa en 2016. C'était 1 mois après la fin de mon stage de fin d'études. J'ai un cursus d'ingénieur, donc 5 ans, enfin 6 pour moi pour le coup. Et donc, du coup, on a ouvert dans la foulée avec Isa. Donc, du coup, ça fait 7 ans. 7 ans que vous avez ouvert Grillen. Est-ce que Ouais. c'était toujours aussi massif ou vous avez commencé un peu plus petit au départ? On a commencé tout petit, donc plutôt au centre-ville, dans le quartier du Grill and Bright, d'où le nom. Et la salle faisait 270 mètres carrés. Donc on a ouvert avec ça, et puis ça assez vite, ça s'est bien développé. Et donc du coup, et avec le développement, et avec la zone où on était quand même plutôt en ville. Ça correspondait pas trop à nos attentes, ou en tout cas, on gênait un petit peu les gens. Donc, du coup, on a bougé dans la zone industrielle où tu connais. Là, dans cette zone-là, en fait, il y a un grand local, mais au début, on n'avait que la première partie du local qui fait quand même 600 mètres carrés. Donc, du coup, c'était quand même, voilà, on doublait la surface, donc on était comme des petits fous. Et puis, donc ça fait au bout d'1 an, et 1 an plus tard, donc au bout de 2 ans au total, on a pris la partie arrière qui a été voilà, pendant longtemps pas assez aménagé, où voilà, on a dû tout refaire, l'électricité, repeindre. Il fallait équiper aussi 400 mètres carrés supplémentaires, donc ça s'est fait progressivement, quoi. Donc du coup, maintenant, on a 1000 mètres carrés et on a de la place pour faire plein de choses. Ouais, c'est vraiment génial. Je me rappelle la première fois que j'étais venu chez toi, il y a plus de 2 ans et demi maintenant, pour faire C'était certains des premiers profilages que j'ai pu faire dans le Ouais. CrossFit. D'ailleurs, je t'en serai toujours reconnaissant d'avoir fait appel à moi tout au début, quand même moi, je n'étais pas sûr de ce que je faisais. C'était vraiment génial de pouvoir arriver là-bas. J'étais encore, on va dire, tout bleu dans le milieu du CrossFit. Et de voir une salle de 1000 mètres carrés comme ça, quand j'avais l'habitude de nos petites salles suisses ici en centre-ville, ça a changé complètement la perspective des choses. Et je crois que tu l'avais mentionné récemment. Je me rappelle, j'étais arrivé, vous étiez en train de vous mettre pépite sur un WOD avec des burpees, des deadlifts, je ne sais plus ce que c'était encore, mais Ouais, ouais. c'était une chouette première impression en tout cas. Cool. Ouais, ouais, bah, on a la chance, voilà, à Colmar, ça reste une petite ville, donc c'est sûr que c'est pas comme les grosses villes où voilà, le prix au mètre carré peut être très très cher. Voilà, ça l'est quand même, mais c'est sûr que voilà, moins que dans des grandes villes. Et voilà, on s'est bien développé au cours des années, donc évidemment, ça a joué aussi. Et on avait envie d'avoir de l'espace justement, bah, pour pouvoir faire plein de choses et accueillir du monde, quoi. Quand tu as débuté, quand vous avez débuté plutôt au centre-ville avec la plus petite structure, quelles étaient tes premières influences à ce niveau-là, au niveau gérant de box, entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu as mis en place en termes d'apprentissage de ton côté? Comment est-ce que tu t'es débrouillé? Vous vous êtes débrouillé pour
organiser les choses de manière optimale? Est-ce que tu avais déjà des connaissances à ce niveau-là? Parle-nous un petit peu du process. Du coup, on était adhérent avec Isa à CrossFit Strasbourg depuis ses débuts. Donc, la boxe, elle est ouverte en 2014. Du coup, on a suivi, enfin, Isa est venue un petit peu après à Strasbourg, mais moi, j'ai suivi, on va dire, l'ouverture de CrossFit Strasbourg parce que quand je suis arrivé à Strasbourg, il n'y avait pas de boxe de CrossFit. C'était en 2013, je crois. Et donc, du coup, on s'est tous retrouvés un petit peu les CrossFitters ou ceux qui voulaient faire du CrossFit dans les salles d'haltéro. Et donc, on s'est connus un petit peu comme ça, et j'ai connu bah, Loïc qui est au CrossFit Strasbourg. Donc, voilà, on s'est connus comme ça. Et puis, ben, lui, c'était aussi sa première ouverture. Enfin, voilà, c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Et donc, bah, voilà, il nous a demandé aussi un petit peu conseil sur les locaux qu'il a visités. On a aidé aussi à faire les travaux. Donc, du coup, lui, il a aussi appris comme ça. Il est pompier de formation. Et donc, bah, on a appris un petit peu tous ensemble, même si bien sûr c'était lui qui gérait. Mais moi, ça m'a permis même de pouvoir commencer mes premiers pas de coaching. Voilà, j'étais avec lui, bah, je voulais l'aider pendant un cours, et ben voilà, il me prenait un petit peu comme assistant et ça me permettait de faire mes armes aussi. Donc c'était chouette par rapport à ça. Et c'est vrai que bah à cette époque-là, en tout cas, on n'avait pas de formation d'entrepreneuriat ou de gestion. Donc ça s'est fait un petit peu comme ça, on va dire. Et nous, on avait entre guillemets l'expérience avec Isa d'avoir vu ce qui marchait pas à Strasbourg, même en tant qu'adhérent, mais quand même voilà, adhérent, on va dire plus plus. On avait notamment les clés de la boxe pour pouvoir s'entraîner, des choses comme ça. Et donc, du coup, bah, on a essayé avec cette petite expérience voilà, de faire différemment, de faire comme nous on voulait. Enfin, voilà, après, chacun fait comme il veut. Et on a essayé comme ça, et puis on s'est formé petit à petit. Mais c'est vrai que les formations de BPGEPS en France, c'est des formations de coach. Alors, de plus en plus, ils essayent d'avoir des petits modules sur l'entrepreneuriat, mais ça reste quand même très léger, quoi. Quelles étaient vos plus grosses erreurs à vos débuts, quand vous avez ouvert peut-être la première salle, la deuxième salle? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent pour toi que tu ferais différemment aujourd'hui? Ouais, ben, la première que je pense, peut-être pas forcément la plus importante, mais c'est celle qui me vient souvent à l'esprit, c'est la qualité du matériel. Donc ça Mhm. peut paraître pas forcément voilà, prioritaire, mais c'est vrai qu'on avait un tout petit budget au départ, et du coup, on voulait quand même avoir une certaine quantité pour pas voilà, avoir une barre pour trois ou des choses comme ça. Et c'est vrai que du coup, bah, ce matériel-là qu'on a investi au départ, on l'a complètement changé depuis. Donc heureusement, c'était celui de l'investissement de départ, donc pas très conséquent. À cette époque-là, on pouvait ouvrir une box avec quelques dizaines de milliers d'euros, donc ça se faisait plus facilement, je pense, qu'aujourd'hui, où du coup, avec voilà, la concurrence, etc., c'est plus difficile peut-être d'avoir des plus petites structures ou moins bien équipées dès le départ. Donc ça, c'est une des choses qu'on a fait. Après, je sais pas si c'est des erreurs, mais en tout cas, on a relativement souvent demandé l'avis des adhérents. Et donc, on avait beaucoup de feedback sur qu'est-ce qu'on faisait de bien et qu'est-ce qui pouvait être amélioré. Et du coup, on a toujours fait en sorte de pouvoir, de pas leur donner ce qu'ils voulaient, mais en tout cas, voilà, de suivre un petit peu le mouvement. Si les membres voulaient un cours à cette heure-là et qu'ils étaient nombreux, on faisait un cours à cette heure-là. Donc, du coup, ça nous a permis à chaque fois entre guillemets, nos erreurs ou ce qu'on faisait pas assez bien, de pouvoir voilà, faire une petite boucle et récupérer et faire les choses mieux, quoi. Est-ce que tu dirais que c'est une clé de la réussite, en tout cas pour vous, et peut-être même au sens un peu plus large pour les gérants de box, de manière générale, c'est vraiment être à l'écoute des gens avec qui on travaille au final et qui viennent travailler avec toi? Bah oui, c'est ça, parce que voilà, nous, on peut se dire, OK, bah, j'ai pas envie de me lever tous les jours à 6 heures du matin pour coacher à 7 heures. Bon, bah, on va ouvrir qu'un jour sur deux à 7 heures et puis on verra bien. Ah, puis finalement, on n'a pas beaucoup de monde à 7 heures, donc c'est pas très grave si je n'ouvre pas tous les jours à 7 heures. Enfin, on peut vite, tu vois, se trouver un petit peu des petites excuses comme ça. Et voilà, nous, on a tout de suite, même avant d'ouvrir, on avait fait un sondage sur le planning que les futurs membres voudraient voir. Et du coup, bah, dès le début, on a quand même eu des horaires relativement larges, surtout par rapport aux box à l'époque. Et ça, je pense, a été une vraie force du coup, parce que ça nous a permis de nous développer plus rapidement et de voilà, proposer bah, et des différents cours et différents créneaux et de pouvoir toucher le maximum de monde, quoi. Une chose que j'ai entendue assez souvent quand les gérants de box, en sachant que j'ai jamais géré une structure, hein, et j'ai énormément de respect pour les gens qui le font. Un jour euh, peut-être. Un jour peut-être, on ferme absolument pas la porte, ça c'est sûr. Le labo Upside Strength enfin, il existe déjà dans mon salon ici, mais un jour en structure publique, très certainement. Merci Luc de me relancer là-dessus. Une chose que j'ai entendue assez souvent, c'est cette idée qu'il faut
grandir outre ton espace avant d'aller chercher plus grand, plutôt que, on va dire, de commencer avec un espace énorme, mais de ne pas avoir les gens pour le remplir. Parle-nous de comment toi, tu as évolué. Vous avez évolué avec Isa d'une salle à l'autre. Comment est-ce que vous avez Mm. pris la décision de se dire, OK, maintenant, on doit passer à quelque chose d'un petit peu plus grand? Quel était le processus de réflexion? Ouais, c'est pas évident ça parce que en 2023, ben, les futurs owners que je peux rencontrer, que je vais rencontrer d'ailleurs cet après-midi, eh ben, ont envie d'ouvrir tout de suite relativement grand et du coup forcément de prendre des risques sans forcément être sûr si ça va marcher ou non, quoi. C'était peut-être le côté positif à l'époque, c'est qu'on pouvait ouvrir petit, c'était pas du tout un frein, au contraire, et si ça marchait mieux, ça nous permettait de se développer. Nous, on a commencé relativement petit déjà à Dune parce que ben, on était en 2016, donc c'était difficile de voir vraiment si ça allait fonctionner. À Colmar, il y avait déjà un petit groupe, il y avait une affiliée, c'était un petit peu bizarre, mais qui n'avait pas de lieu fixe, ils s'entraînaient en extérieur. Donc il y avait quand même un petit groupe entre 30 et 50 quand même crossfitters. Donc on savait que ces gens-là, on allait les toucher et certainement les récupérer parce qu'on allait proposer une salle, donc voilà, forcément avec les avantages que ça a. Mais voilà, on était sûr de rien, quoi. Donc, on a voulu commencer plus petit par rapport à ça et aussi par rapport à notre budget. On avait un apport de 10 000 euros et on a demandé 40 000 euros de prêt. Donc, ça peut paraître assez dérisoire maintenant, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous, on a demandé à l'époque. Et on était dans un local relativement ancien. Il y avait beaucoup de travaux à faire. Alors, on a essayé de maximum négocier avec le bailleur pour pouvoir faire des travaux à sa charge, vu qu'on était locataire. Mais en même temps, évidemment, on a dû payer des travaux. On a payé la moitié de travaux, donc 20 000 euros de travaux. Finalement, on est parti moins d'un an après, donc bon, c'était bien pour ouvrir, mais bon, forcément, c'est des travaux que tu, entre guillemets, ou un investissement que tu récupères pas. Et 20 000 euros de matériel. Donc voilà, 20 000 euros, c'est très très peu, hein. On va dire, je crois qu'on avait deux rameurs, on avait des barres, des kettles, quelques dumbbells, des poids, des dalles et un rack. Donc voilà, vraiment le minimum. Et puis, nous, on avait créé, bah, du coup, on va dire un prévisionnel sur 3 ans que nous, on avait créé et aussi par rapport à notre expérience. Et voilà, on s'était dit, ben, dans les 2 ou 3 premières années, si ça fonctionne bien, on pourra déménager. Voilà, bon, bah, tu fais tes dépenses, donc le loyer, les charges, voilà, les salaires, l'eau, l'électricité, le téléphone, Internet, des choses assez classiques. Et puis, bah, tu vois ton nombre d'abonnements, ce qui est assez bien pour une box de CrossFit, c'est que c'est relativement sûr dans le sens où ton abonnement, il rentre tous les mois. Alors bien sûr, les adhérents peuvent partir, mais si tu fais bien ton boulot, il reste quand même plus ou moins longtemps. Et donc, c'est des revenus qui sont relativement fixes. C'est pas comme de la vente, on va dire, de matériel ou de produits où tu peux vendre beaucoup un mois et rien le mois d'après. Donc ça, je trouve que c'est assez bien pour prévoir un petit peu l'avenir. Et donc, on avait prévu une centaine de membres à la première année, ce qui nous permettait normalement de pouvoir et payer le loyer et de pouvoir, moi, me payer un petit salaire sachant que Isa était sponsorisée par Pôle emploi à l'époque. Donc, c'est le système en France qui nous permet ben, de toucher de l'argent quand on n'a plus d'emploi pendant une certaine durée de temps, en fonction de combien de temps tu as travaillé. Moi, Mhm. je sortais de mes études, donc j'avais zéro. Mais Isa avait travaillé quelques années avant, et donc elle avait le droit à 2 ans et demi de chômage. Donc ça, c'est bien pour ça en France, c'est que quand tu as ton chômage, ben, tu es payé, même si tu es moins bien payé qu'avec ton boulot, mais tu es quand même sponsorisé. Tu peux et bosser dans ta boîte gratuitement, mais être payé par l'État. Donc ça, c'est bien pour le coup. Et donc, du coup, il s'avérait que ben, à la fin de la première année, on avait plutôt entre 150 et 200 membres plutôt que 100 membres. Et donc, du coup, forcément, ça a explosé un petit peu le provisionnel. Et donc, on s'est dit, ben, nous, on pouvait faire un WOD, une classe en même temps de 12 personnes et une petite à côté de 6. Donc, on pouvait avoir 18 personnes maximum par heure. Et surtout le soir, c'était trop limite par rapport au nombre d'adhérents qu'on avait. Ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué aussi au fur et à mesure, c'est que alors, on peut rajouter des créneaux, mais forcément, peut-être qu'à 10 heures, on va toucher moins de monde que le matin tôt, ou entre midi et 2 ou le soir, même si c'est quand même des créneaux maintenant qu'on a. Mais au début, on s'était vraiment concentré sur les créneaux matin, midi, soir. Et du coup, bah, par rapport aux créneaux qu'on avait, on pouvait accueillir environ 80 personnes dans la journée, ce qui était quand même plutôt pas mal. Mais par rapport aux abonnements qu'on avait mis, on n'avait pas mis de fréquence d'abonnement, c'était que du illimité. Et donc, on voyait que les adhérents venaient quand même au moins 3 fois dans la semaine. 3 à 4 fois, donc quand même assez souvent. Et donc, eh ben, 80 personnes sur la journée pour 160, 180 membres, c'était vraiment pile poil, quoi. Voilà, donc ils pouvaient venir un jour sur deux, c'était pas mal. Bon, tout le monde vient pas forcément 3, 4 fois, mais voilà. Et donc, on s'est dit, ben, on peut pas pousser les murs. Il y avait un local à côté qui était dispo, donc qui était intéressant, donc on a failli le récupérer. Et au final, en fait, il s'est avéré que
Donc on gênait un petit peu les voisins quand même avec le bruit, les vibrations, les bars, et cetera. Et la chance aussi qu'on a eue, dans tout ça, c'est que notre propriétaire, notre bailleur, en fait, il a énormément de locaux à Colmar et donc il avait plein d'autres locaux et donc on lui a demandé simplement est-ce qu'il n'y aurait pas un autre local peut-être un peu plus récent, dans une zone qui nous correspondrait mieux et plus grand. Et donc du coup, on a visité d'autres locaux et puis, on a visité le local que tu as vu, quoi. Donc ça, c'était bien parce que, en France, les baux, commerciaux, c'est 3 ans, 6 ans ou 9 ans et donc, quand tu signes, ben, tu t'engages au moins pour 3 ans. Et donc, c'est pas forcément évident et je pense que ça peut aussi freiner ou mettre en doute certains futurs propriétaires de box. Parce que quand tu t'engages quand même pour 3 ans. Donc, si tu prends trop petit, t'es bloqué. Si tu prends trop grand, t'es bloqué aussi, quoi. Donc, Ça, voilà, je pense, voilà. Commencer plus petit, ça nous a été favorable. Et en plus, on avait le fait de pouvoir soit emménager à côté ou soit dans d'autres locaux. parle-nous de comment vous y êtes pris à l'ouverture de votre première salle pour l'acquisition de clients, l'acquisition de membres, dans le sens où, comme tu l'as dit, vous étiez bien au-delà de vos prévisions, ce qui est génial, hein. Ouais. Est-ce que c'était, si j'ose appeler ça, l'âge d'or du CrossFit encore, où tout le monde gravitait vers ces salles de manière assez organique? Est-ce que vous avez mis des stratégies en place pour essayer d'acquérir plus de membres? Comment vous y êtes pris dans cette première salle que vous avez ouverte? Bah, pour le coup, en 2016, bien que ça commençait à se faire connaître, finalement, c'était quand même, il y avait beaucoup de personnes qui connaissaient pas encore le CrossFit. Donc oui, on a eu, on va dire, ces 50 premiers membres relativement facilement le premier mois. Mais après, voilà, l'objectif, c'était de se faire connaître. On a commencé assez tôt. On a ouvert le 31 juillet et on s'est affilié, je crois, au mois de mars. Donc, comme quelques mois avant, ce qui nous permettait de communiquer tout de suite avec le nom CrossFit. C'était important pour nous. Donc, on a tout de suite créé à l'époque notre page Instagram et Facebook. Facebook marchait encore bien à l'époque pour ça, pour le coup. Et donc, du coup, on a fait tout de suite connaître ben, voilà, notre projet via les réseaux sociaux. On a fait des petits jeux concours, etc., pour justement en partager, faire des partages de pages et faire gagner des petits lots aux futurs membres. Et après, en fait, on a fait une stratégie, on va dire. On s'est présenté, donc Isa et moi, progressivement. On a présenté le local qu'on venait d'avoir, même s'il n'était pas du tout encore apte. On a quand même mis tout de suite des photos. On va dire qu'on a créé un petit peu l'engouement au fur et à mesure des mois. Un, pour se faire connaître. Deux, pour montrer peut-être à la future concurrence qu'on allait être là et donc il fallait pas trop venir chez nous. En tout cas, voilà, ça nous permettait un peu de se positionner. Donc, ça, c'est bien aussi. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui voulaient ouvrir des box, mais c'était encore compliqué, le financement, etc. Et donc, voilà, il fallait pas forcément se fier à juste ce que tu entendais. Mais c'est vrai que dans une ville, quand tu voyais qu'une box venait d'ouvrir, bon, tu disais, bon, je vais peut-être pas finalement me mettre ici. Là, en 2023, bon, il y a des box un petit peu partout, donc on réfléchit plus comme ça. Donc ça a joué beaucoup comme la com sur les réseaux sociaux. Ça a quand même assez bien fonctionné. Et je me souviens, on avait aussi imprimé des flyers et qu'on avait distribué un petit peu dans les commerces aux alentours, dans les supermarchés, des choses comme ça. Colmar, c'est 65 000 habitants. C'est pas non plus énorme. Le centre-ville est assez petit, donc voilà, ça permettait quand même de se faire connaître assez bien. Et puis, je pense qu'il y avait quand même un point positif aussi, c'est que Isa, elle, a habité à Colmar toute sa jeunesse, elle avait ses parents qui étaient à Colmar, et donc ça permettait aussi d'avoir des liens avec les personnes, enfin, ses anciens, on va dire, amis d'école, de collège et de lycée, qui étaient retournés sur Colmar et qui du coup en parlaient un petit peu, donc ça c'était assez bien. Donc le bouche à oreille et puis les réseaux sociaux, quoi. Tu as parlé des flyers. Est-ce que vous aviez mis en place des offres spéciales ou c'était vraiment juste de l'information que vous partagiez? Au début, c'était que l'information. Et puis, le premier mois, on a créé ce qu'on appelle des places fondateurs. Ça se fait encore. Alors, c'était des places justement avec un tarif spécifique pour les X premiers. Je crois qu'on avait fait pour les 30 ou les 50 premiers membres. Et ça, c'était bien dans le sens où ça nous permettait de déjà avoir des contrats avant d'ouvrir. Et donc, ça, c'est bien quand tu ouvres et que tu n'es pas à zéro, mais que tu combles une bonne partie de tes charges. C'est quand même très rassurant. Donc ça, c'est top. Voilà, après, peut-être une des erreurs, en tout cas, ce que je conseille pas maintenant aux futurs propriétaires, c'est de mettre des offres, entre guillemets, trop basses, d'avoir des prix trop bas. Souvent, on voit des offres fondateurs avec des prix à vie entre 10 et 15 euros moins cher que le prix classique. Et je trouve ça dommage dans le sens où c'est bien, ça permet d'avoir, voilà, peut-être d'avoir un noyau dès le début, mais je pense que ce noyau, de l'avoir par l'argent, c'est pas forcément le mieux. Un, pour justement bah, fidéliser tes membres, mais aussi pour toi, parce que c'est 50 membres qui vont payer 10, 15 euros de moins par mois.
Si on calcule sur l'année et sur 10 ans, ça fait quand même beaucoup. Plutôt, voilà, en tout cas, ce que je conseillerais maintenant, ça serait des choses différentes. Avoir du service supplémentaire peut-être, ou peut-être voilà, avoir des cadeaux, avoir un mur à la boxe avec justement le nom de tous les fondateurs, qui est par exemple un t-shirt ou quelque chose vraiment spécifique pour eux. Mais voilà, d'un point de vue business, pour le coup, de réduire l'abonnement, si c'est des personnes qui vont rester 5 ans ou 10 ans, ça fait vite beaucoup, je trouve, en tout cas. Ouais, Donc donc peut-être, au lieu d'enlever ouais, des sous au niveau de ce qu'ils ouais. vont payer, tu rajoutes de la valeur avec quelque chose que personne d'autre ne pourra avoir et qui sera exclusif pour cette partie-là des gens qui t'ont soutenu depuis le début. Voilà, c'est ça, voilà. C'est sûr qu'ils nous soutiennent depuis le début. Ce que tu vas proposer, il va être le même pour tous et peut-être même en plus, quand tu ouvres ta box, tu n'as peut-être pas encore énormément de créneaux. Ces créneaux-là, tu vas les faire évoluer. Donc, ça va être et des personnes qui vont payer moins et en même temps, peut-être que toi, tes prix vont augmenter au fur et à mesure des années. Donc, le delta va être encore plus important. Donc, voilà, ouais, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être encore mieux, je trouve, que de l'argent et d'un point de vue, voilà, on va dire valeur ajoutée, sentimentale, j'appartiens à ce groupe avec une façon différente que de l'argent. Comment est-ce que tu fais pour établir tes tarifs quand tu ouvres une box? Parle-nous du processus de réflexion, quels éléments on doit considérer, peut-être le lieu, ce que fait la concurrence, le Ouais. type de marché que tu vas viser. Comment est-ce que tu réfléchis à ça? C'est sûr que c'est pas évident et peut-être mieux maintenant que le CrossFit, on va dire, est mieux implanté, que les personnes commencent à voir un petit peu plus sa valeur, même si en France, c'est quand même encore difficile de mettre des prix assez hauts. En France, on a vraiment l'esprit associatif et ça, c'est super parce que ça permet d'avoir plein de petites structures avec des bénévoles notamment. Et voilà, si ces structures, elles étaient privées, bah, peut-être ça fonctionnerait pas parce que bah, ça coûte cher. Forcément, nous en France, quand tu es associatif, notamment pour des clubs, j'en sais rien moi, de handball, de karaté, des choses comme ça, tu peux même avoir des locaux gratuitement prêtés par la ville Mhm. dans les gymnases, tu sais. Alors forcément, le local, il est pas à toi, donc tu le partages avec d'autres activités. Mais en tout cas, quand tu fais tes entraînements, je sais pas, les lundis et les mercredis, ben, pendant ces 2 heures-là, le local, il est à toi. Donc forcément, en partant de là, ben, si t'as pas le loyer, bah forcément tes abonnements ils peuvent être moins chers, tu as moins de charges. Si tes profs ils sont bénévoles, bon bah t'as pas de charges. Donc forcément en fait les prix des cotisations en France pour un club de basket, on va dire, bon peut-être ça dépend des niveaux, mais c'est environ 150 € l'année. Donc quand toi t'arrives et à je sais pas 75 € par mois, ils se disent mais ils sont cinglés quoi. Voilà, c'est sûr que donc en France on a vraiment cet esprit-là de d'association et c'est vraiment bien, ça permet de rendre accessible le sport à un maximum de personnes. Et en même temps, bah, le côté négatif, c'est que quand toi, structure privée, t'arrives et que tu as un loyer de 5 000 € par mois et que bah, pour te verser 1 000 € de salaire, bah, il faut dépenser aussi 1 000 € de charges, voilà, des choses comme ça, bah, forcément, quand tu mets ton prix, bah, c'est pas le même, quoi. Donc, forcément, en France, par rapport aux associations, il y a ça, mais bon, voilà, il faut, je pense, être s'imposer dans le sens où on est une structure privée et puis bah, on va proposer d'autres choses. On va pas proposer 2 créneaux dans la semaine, mais 15 créneaux par jour. Donc il y a aussi un service différent. Et puis bah, c'est sûr qu'il va y avoir l'emplacement. Nous, à Colmar, les prix, ça varie entre 5 et 10 € du mètre carré. Alors peut-être qu'en Suisse, ça va être entre 10 et 20 € du mètre carré. Voilà, après, je sais qu'à Strasbourg, c'est plutôt ouais, entre 7 et 10 € du mètre carré. Donc forcément, la superficie, bah, elle va en pâtir aussi. Après, voilà, en fonction de ta superficie, bah, ton prix d'abonnement, il va aussi évoluer. Voilà, les salles à Paris, par exemple, où c'est plutôt entre 150 et 200 € l'abonnement. Après, ouais, elles n'ont pas des loyers à 5 € du mètre carré, plutôt Mhm. fois 3 fois 4. Et l'abonnement fait pas fois 3 fois 4 pour le coup. Donc il y a ça. Forcément, il y a la concurrence. À l'époque, je me souviens, quand on a ouvert, on était moins cher que notre concurrent, mais c'était pas voulu parce qu'on a ouvert juste avant eux. Et on s'était dit, ils sont super chers. Au final, ils n'étaient pas super chers. Ils avaient peut-être le bon prix, mais peut-être trop chers par rapport à la période où on était. Peut-être que les personnes qui connaissaient pas encore le CrossFit, c'était compliqué de leur imposer ce tarif-là. Et donc, sans le vouloir, on leur a fait baisser leurs tarifs parce qu'on était moins cher. Donc, c'est pas une position où on voulait être. On voulait pas être moins cher que les concurrents de CrossFit, mais vu qu'on a ouvert les premiers à Colmar, malheureusement, on l'était. Et au final, on a augmenté les prix au fur et à mesure. On en parlera. Donc la concurrence forcément. Après voilà, on est souvent dans la culture du moins cher. Je pense que c'est pas bien de se mettre le moins cher. On peut être le plus cher si on propose d'autres services en plus. Ça y a pas de souci. Je pense que ce qui est bien maintenant pour une salle qui ouvre, c'est d'avoir, on va dire, des tarifs un petit peu pour tout le monde entre guillemets, pour attirer le maximum de clientèle.
et la personne qui va venir 2 fois par semaine, qui a peut-être pas un budget, ou en tout cas qui veut pas mettre le budget pour l'instant, j'en sais rien moi, de 100 € par mois, et qui donc va peut-être dépenser 70 € par mois pour venir 2 fois. Et on sait jamais, peut-être que cette personne elle va être accro et que dans un an, elle va passer sur du illimité. Et en même temps, ben, pour la clientèle qui ont cet argent-là et qui ont l'argent pour 100, 120 € par mois, et ben, leur proposer des services en plus de cours, du coaching en plus. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut rajouter. Et donc, du coup, ça nous permet d'attirer, je pense, un maximum de personnes. Et ensuite, de toute façon, c'est jamais fixe. Ces personnes-là, elles peuvent bouger au sein de la structure et pouvoir changer de formule. Ça, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si j'ouvrais une box, je le ferais comme ça, quoi. Donc, des tarifs plus élevés que ce que j'ai ouvert, mais des offres qui me permettent justement d'attirer, on va dire, avec un gros entonnoir. Et puis après, de pouvoir jouer en fonction voilà, des objectifs de chacun. Et ces objectifs-là, ils peuvent évoluer. Donc, ça. Après, bah voilà, on a dit là où tu étais, la localisation, donc ça va jouer forcément. Et puis en fonction également bah, de ce que toi, tu as envie de faire. Forcément, si tu as envie de faire entre guillemets du volume, de pouvoir proposer énormément de créneaux, il va te falloir beaucoup de coachs. Donc voilà, voir combien tu payes ces coachs. En France, on va dire que c'est entre 20 et 30 € de l'heure de coaching pour du groupe. Donc bah voilà, si toi tu veux coacher, d'accord, mais si tu veux juste ouvrir et pas coacher, ben forcément, il va falloir faire bosser du monde. Et donc, je pense qu'avant voilà, de mettre les prix ou de dire je veux mettre ça comme prix, il faut déjà plutôt dire qu'est-ce que je vais dépenser. Donc, mon local, mes charges salariales. OK, j'arrive à, je sais pas, 100 000, 150 000 € par an. OK, bon, bah après, tu peux faire des simulations. Si je mets un abonnement à 50 € par mois, bah, il me faut, je dis n'importe quoi, 200 adhérents. Si je mets un abonnement à 100 € par mois, bah, il m'en faut deux fois moins. Donc, il y a ça aussi, que quand tu es cher, c'est peut-être plus dur de vendre, et encore, mais en même temps, tu as besoin de moins de personnes. Donc, si tu as besoin de moins de personnes, tu as aussi moins de personnes qui vont venir en même temps dans la journée. Et donc, tu as besoin de moins de cours. Donc, voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte, et c'est pas forcément évident de se placer et pour avoir des membres, et en même temps d'avoir un prix correct pour pouvoir en vivre. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de box qui maintenant ont bien augmenté leur prix, notamment nous à Grillen, parce qu'ils se sont rendus compte au bout de un an, 2 ans, 3 ans, qu'ils pouvaient peut-être se verser un petit salaire. Mais ben voilà, quand tu arrives à la trentaine ou peu importe ton âge et que tu veux fonder une famille et que tu veux acheter une maison, bah, tu te rends compte que 1 000 € par mois, tu fais pas grand-chose avec ça. Et tu te dis, bah mince, peut-être que par rapport à ce que j'avais prévu, je suis pas assez cher et ça me permet pas de vivre comme je l'aimerais, quoi. Donc voilà, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Et pour le coup, voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose, il faut prendre le temps de prendre en compte tous ces paramètres avant de dire je veux être à tel prix, quoi. Parce que finalement, ta concurrence, peut-être qu'elle l'a pas fait, cette stratégie, et qu'elle va se rendre compte dans 3 ans qu'ils sont pas rentables, quoi. Et continuer, on va revenir sur l'aspect gestion de box, les différentes offres, les abonnements, le matériel, les tarifs. Avant ça, je voulais faire un petit à côté parce que bah là, depuis le début du podcast, on parle d'entrepreneuriat, on parle de gestion d'entreprise. Est-ce que, à ton avis, les coachs qui souhaitent se lancer et ouvrir une salle ont conscience de la différence qu'il y a entre le fait d'adorer l'entraînement, d'aimer coacher les gens, d'aimer écrire des programmes, d'aimer s'entraîner, et le fait d'être bah voilà, d'être patron, de gérer une entreprise, de gérer une structure, des coûts, des charges, des employés. Est-ce que c'est assez commun ou est-ce qu'on ne se rend pas compte de cette différence encore assez? Ouais, c'est sûr, bah, je pense qu'on s'en rend pas compte du tout. Même la preuve, pour le coup, c'est pas pour leur jeter la pierre, mais on a fait l'expérience avec Isa il y a quelques années, juste avant le Covid, d'ouvrir une seconde salle avec deux autres associés, donc on était quatre. On avait 25% des parts chacun, et ça avéré au final que ces associés étaient pas forcément faits pour, au final, gérer et voilà, gérer une box et la tenir, et parce que ben peut-être que ça leur plaisait pas finalement cette activité-là, et parce que peut-être que ça leur apportait pas non plus assez d'argent. Et c'était deux personnes qu'on avait formées en tant que coach à Grillen, donc c'était des personnes qu'on connaissait pour le coup. Et au final, eh ben, c'est sûr qu'ils ont un peu vu la face différente du métier. Et voilà, c'était pas forcément sexy ni très rentable pour le coup, en tout cas au début, quoi. Donc ça, c'est sûr que forcément, il faut faire des concessions. Si tu veux être le meilleur athlète du monde, ben, tu peux pas ouvrir une box. La preuve, ben, toutes les personnes qu'on connaît maintenant, qui ont des programmations, les anciens champions, ils l'ont fait après leur carrière. Il y en a très peu qui l'ont fait en même temps parce que bah, si tu veux être le meilleur dans un domaine, forcément, tu peux pas être le meilleur partout. Et
Et c'est sûr, bah, que quand nous, on a ouvert avec Isa, évidemment qu'on voulait continuer à s'entraîner, même si on n'était pas du tout des athlètes de haut niveau. Mais voilà, on a essayé de s'entraîner encore un petit peu, on a réussi, voilà, dans une certaine mesure. Mais c'est sûr que quand on s'entraînait, on se disait, bah, ça va être 1 heure ou 2 heures qu'on va pas passer à faire autre chose. Et ces autres choses-là, c'est des choses qui peuvent nous faire avancer sur notre business, alors que s'entraîner, non. Donc, faut juste être conscient de ça et pas se dire, au bout d'un an, bah mince, je comprends pas, ma boxe, ça ne marche pas. Pourtant, j'ai des cours le matin, le midi, mais le soir, bah, pas trop tard parce que j'aime bien m'entraîner le soir. Ou alors, je comprends pas, ma boxe, ça fonctionne pas. Bah, moi, je m'entraîne tous les matins. Du coup, bah, j'ouvre pas les matins ou qu'en open gym, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que le côté entraînement, il faut le mettre de côté, sauf si ben, tu as des coachs qui coachent pour toi. Mais bon, en général, au début, tu fais quand même une grosse partie du boulot pour justement, bah, parce que toi, peu importe ce que tu te payes, entre guillemets, tu peux faire le nombre d'heures que tu veux. Donc, au début, on faisait des semaines de 70 heures. Je pense comme tout entrepreneur qui commence et on comptait pas. Donc, moi, on a pu me rémunérer assez vite, voilà, qu'un petit salaire. Isa, elle était au chômage, donc elle ne tirait rien de la boxe, mais elle avait quand même un salaire. Mais bon, c'est sûr qu'on comptait pas nos heures. Et on se disait, bah voilà, on va rajouter tel créneau-là. Ça va rien nous coûter en plus, si ce n'est du temps pour nous. Et donc ça, on l'a fait pendant 2 ans. Donc on n'a pas vu, on va dire, la lumière pendant 2 ans. Mais ça nous a permis de développer au maximum. Ça a bien fonctionné, quoi. Donc ouais, c'est vraiment des casquettes différentes. Et je pense que on peut pas être bon partout. Donc quand nous, on a ouvert, bah, on était deux. Donc c'était bien. C'était quand même un point positif, c'est qu'on a pu se partager déjà des tâches. Et les personnes qui veulent ouvrir tout seul, c'est quand même très difficile. C'est possible, mais c'est forcément plus dur. Si on a un bon associé, évidemment, si les deux personnes, on s'entend pas, ça va être plus compliqué. Mais si les deux personnes s'entendent bien, forcément, ça va être plus facile. On va pouvoir partager un petit peu les tâches. Et puis après, ben, une fois qu'on a, on va dire, on a fait le gros du boulot, qu'on a réussi à développer, l'objectif, c'était de pouvoir engager des personnes qui étaient meilleures que nous, ou en tout cas de très bon niveau dans certains domaines, et notamment dans le coaching, parce que c'est là où il y a le plus d'opérationnel à faire. On a 80 heures de cours par semaine à Grélen, donc on peut pas les faire tous les deux avec Isa. Donc on a essayé de chercher des bons coachs, on en a trouvé, on en a formé aussi, parce que tu n'en trouves pas toujours. Et du coup, ça nous a permis de nous pouvoir avoir plus de temps pour gérer d'autres choses, la gestion des compétitions, les programmations et d'autres choses, quoi. Tu as Voilà, je sais pas parlé si... Ouais, non, c'est très complet. Tu as parlé du fait de s'associer. Parle-nous des avantages et des inconvénients du fait de se lancer tout seul ou avec autrui. C'est sûr que bah, les avantages, ça va être de pouvoir avoir entre guillemets une épaule parce que bah, quand toi tu fais quelque chose, c'est bien d'avoir un avis externe, donc d'avoir un associé. Moi, c'était Isa et ça l'est toujours d'ailleurs. C'était bien pour ça, c'est que ok, ben moi j'aimerais faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ben ça, je trouve ça bien, ça, je trouve ça moins bien. Ça te permet d'avoir aussi une réflexion parce que tout seul, ben tu vas forcément te dire que ça c'est bien ou ça c'est pas bien souvent, alors que en discutant, des fois, ça te permet de changer d'avis, ce qui est plutôt pas mal et de pouvoir partager les tâches. Donc, moi, j'étais plutôt sur tout ce qui est compta, par exemple, et gestion de la prog. Et Isa, elle était plutôt sur tout ce qui était communication, réseaux sociaux et peut-être un peu plus d'accueil ou un peu plus de relationnel, on va dire, avec les membres ou les futurs membres. Et puis, on coachait tous les deux, on va dire 50-50, ce qui nous permettait d'avoir voilà, deux coachs tout de suite. On va dire un payé et l'autre pas, vu qu'ils étaient au chômage, mais d'avoir tout de suite voilà, deux coachs avec une charge, une masse salariale relativement faible. Donc ça, c'était intéressant pour nous. C'est sûr que voilà, si on avait dû se payer tous les deux, ça aurait été plus compliqué au début. Donc il y a aussi des choses à faire, je pense, quand on ouvre une salle. En tout cas en France, si t'es deux et que les deux ont, par exemple, ont leur chômage, c'est vraiment un point positif, quoi. T'enlèves des dizaines de milliers d'euros par an de masse salariale et ça, c'est pas négligeable. Maintenant, si c'est pas le cas, eh ben, soit il faut avoir des sous de côté, soit il faut avoir peut-être un conjoint ou une conjointe qui, elle ou il, gagne assez d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins pendant une certaine durée. Mais c'est vrai que je sais que ça freine beaucoup les personnes qui sont déjà avancées dans leur vie parce que bah, ils sont salariés, ils gagnent, je sais pas, quelques milliers d'euros par mois et ils savent que pendant peut-être 1 an ou deux, ils vont peut-être rien gagner ou pas beaucoup, quoi. Donc voilà, quand tu as déjà une maison, quand tu as des crédits, quand tu as des enfants, c'est pas forcément évident. Donc voilà, je pense que ça fait aussi, c'est une étape et ça permet un peu de trier les personnes qui sont vraiment motivées ou pas. Mais oui, en tout cas, les avantages d'avoir un associé, c'est justement ce partage des tâches. Et donc si tu partages, tu vas pouvoir te concentrer un peu plus sur d'autres et aller un peu plus loin. Alors que si tu dois tout faire, forcément, tu vas pas tout bien faire. Maintenant, eh ben, comme nous, ça s'est passé. On était quatre dans la seconde salle et ça s'est pas bien passé dans le sens où on en avait des désaccords assez rapidement.
Et pour le coup, vu qu'on avait un quart, un quart, un quart, c'est difficile de faire un petit peu le tri. Donc, en tout cas, moi, mon conseil, si demain je devais ouvrir une seconde box, m'associer, je dirais pas non, mais pour le coup, à moins X raisons, pour le coup, j'aimerais être associé pour le coup majoritaire pour justement, par rapport à tout ça, pouvoir prendre des décisions quand il y a besoin, de par l'expérience, plutôt que justement, ben, si les deux sont à 50-50, ben, ça peut vite partir en éclats. Il y a énormément de projets de boxe et dans d'autres entreprises où au final, ça a éclaté. Alors, pas toujours par des fermetures, mais souvent parce qu'un associé, du coup, s'en va. Donc, ce qui est bien, c'est que quand l'associé s'en va, entre guillemets, l'autre associé ou les autres associés sont prioritaires sur leur achat des parts. Donc, ça, c'est bien. Alors, souvent, les associés qui partent, ils veulent vendre super cher, alors que bah, la boxe, elle a 1 an, 2 ans, 3 ans, donc c'est compliqué pour le coup. Bon, en général, les personnes qui partent, elles perdent pas d'argent, mais elles en gagnent pas forcément, en tout cas au début. Mais du coup, après, ça permet justement de racheter les parts et de pouvoir faire rentrer d'autres associés éventuellement. Mais c'est sûr que encore plus important que peut-être le budget au capital de départ, ça va être de trouver le ou la bonne associée. Nous, on a fait le choix avec Isa, ben, on est en couple et de s'associer. Donc, il y en a qui disent que c'est bien et ça peut pas être bien. C'est sûr que si demain on n'est plus ensemble, bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on garde la boîte, pas? Est-ce qu'on vend, etc. Voilà, après, ben, c'est la vie, j'ai envie de dire. Pour le coup, ça fait 7 ans que ça fonctionne super bien. Et voilà, donc je pense que quand on pense à trouver le bon associé, même si c'est son conjoint, son papa ou sa maman, peu importe, il faut y aller, quoi. Est-ce que tu te souviens comment tu as découvert ce podcast? Tu l'as peut-être trouvé sur YouTube ou quelqu'un l'a partagé sur Insta. Quoi qu'il en soit, je voulais te remercier pour ton soutien. Continue à écouter les épisodes qui t'intéressent et pour passer le témoin au suivant, prends quelques instants pour partager l'épisode. De cette manière, tu aideras la communauté à grandir et permettras à d'autres sportifs, athlètes ou coachs comme toi de découvrir le podcast. Ouais, c'est ça. Et je pense que d'avoir cette entente commune au départ et de surtout, je dirais, avoir la capacité de communiquer. Parce qu'au final, si on sait bien communiquer, on va pouvoir résoudre la grande majorité des barrières et des problèmes qu'on va rencontrer. Et donc, il y a cet aspect de communication. Quand tu as parlé d'engager des coachs, d'engager des personnes autour de toi pour compléter ton entreprise, pour compléter ton panel de compétences, comment est-ce que tu fais l'audit de toi-même et de ton entreprise pour savoir de quel poste tu as besoin de remplir en priorité et ceux qui vont t'apporter le plus par rapport à tes compétences à toi et celles de ta compagne aussi? Ouais, ben, assez rapidement, Isa, elle trouve vraiment, entre guillemets, son bonheur et sa plus grande fatigue, mais dans le coaching. Et ça, c'est top. Et je pense que quand quelqu'un sait qu'il est fait à 100% pour coacher, et ben, il faut l'utiliser pour ça. Si c'est son dada, si c'est là où cette personne est la meilleure. Moi, j'adore coacher, mais en même temps, j'adore faire plein d'autres choses. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, si Isa préfère coacher, et ben, peut-être que moi, je vais prendre un petit peu moins d'heures. Elle va prendre peut-être un peu plus d'heures pour que moi, ça puisse me libérer du temps justement bah, pour créer des programmations, pour gérer les compétitions et d'autres choses. Ça, c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup faire. Donc, je me suis dit, bah, c'est sûr que j'aime bien coacher, mais peut-être que le coacher bah, 20 ou 25 heures par semaine, j'ai peut-être coaché que 10 ou 15 heures. Et du coup, bah, ces heures-là, je vais pouvoir faire d'autres choses. Donc, ça a été plutôt par rapport à on va dire, et à nos compétences et à nos envies. Et donc, du coup, à partir de là, bah, si moi, je voulais moins coacher, bon, bah, Isa pouvait coacher plus, mais elle peut pas coacher non plus ou prendre toutes mes heures. Donc, on s'est dit, ben, voilà, est-ce qu'on prendrait pas quelqu'un pour prendre mes heures et pour aussi prendre de temps en temps tes heures aussi ou nos heures à tous les deux pour se libérer du temps. Il y avait aussi cet aspect-là, vu que c'était ben, ma conjointe qui était associée, ben, si c'est elle qui fermait la box, moi j'étais à la maison, c'était cool, mais on se voyait pas. Donc il a aussi fallu trouver des moments où on devait se faire remplacer tous les deux. Donc c'était encore une autre problématique pour le coup. Et donc assez rapidement, en tout cas par la force des choses, le destin, on a rencontré Flora. Et donc du coup qui elle coachait déjà à l'époque, pas du CrossFit, mais qui faisait beaucoup de coaching à domicile, des choses comme ça. Et donc elle a déjà été membre de la boxe. Et puis, petit à petit, elle avait déjà son diplôme de coach. Et bon, là, on l'a fait essayer un petit peu. Et on s'est rendu compte que ça passait très, très bien avec les membres. Donc, petit à petit, comme ça, on a pu lui donner quelques heures. Et puis, ben, en termes de budget, vu qu'on a relativement bien fonctionné dès le départ, c'était assez facile de se dire, bon, bah, OK, on la prend 5 heures par semaine. On va la payer 25 € de l'heure. 5 fois 25, ça fait 125 fois 4. Donc, on voyait que ça nous prenait quasiment 500 €, on va dire, par mois. Donc, c'était assez facile pour le coup de voir par rapport à notre trésorerie qui faisait que d'augmenter, plus que de 500 € par mois.
Ça nous permettait de voir tout de suite qu'on pouvait largement prendre un coach pendant quelques heures. Surtout que, alors en France, il y a 2 possibilités. Soit tu salaries quelqu'un et en fonction de ton type d'entreprise, ça te coûte plus ou moins cher, entre 1,5 et 2 fois le prix que tu vas la payer. Mhm. Ou alors, en indépendant, il y a beaucoup de salles qui fonctionnent comme ça en France. On a aussi des indépendants à Grillen. Et cet indépendant-là, tu le payes à l'heure. Et c'est lui qui va ensuite payer les charges à l'État, à l'URSSAF. C'est de l'ordre de 23%. Donc forcément, ton prix, vu que toi, tu payes pas directement les charges, ton prix il va être plus haut à l'heure. Donc ça les intéresse parce qu'ils sont mieux payés que s'ils étaient salariés. Et en même temps, eh ben, il y a cette liberté de bah, si le coach veut partir, il peut partir quand il veut. Donc ça, c'est pas top pour toi. Mais en même temps, si toi, tu n'as pas besoin de ce coach-là toutes les semaines ou pas tous les créneaux, tu as cette liberté-là de lui donner le nombre d'heures que tu veux. Alors que quand tu es salarié, ben, si c'est un CDI de 15 heures, ben, cette personne-là, elle est payée pour 15 heures. Si tu n'en as pas besoin pendant 2 semaines, ben, tu la payes quand même, quoi. Donc l'indépendant, non. Donc il y a la liberté dans les deux camps. Il y a des avantages évidemment et des inconvénients. Mais nous, on a commencé justement par prendre des indépendants qui, eux, du coup, avaient d'autres activités à côté. Et du coup, on pouvait moduler un petit peu comme ça les heures prises. Et petit à petit, on a ensuite embauché Flora en CDI à 35 heures à plein temps. Et pour pouvoir, elle, lui donner un revenu fixe, parce qu'elle est aussi maman et qu'elle courait à droite à gauche pour faire des coachings à domicile. Voilà, avoir des congés payés, des avantages. Alors oui, peut-être qu'elle gagne un peu moins de l'heure qu'avant, mais il y a d'autres avantages qui compensent ça. Et ce qui ne l'empêche pas aussi d'avoir à côté son entreprise pour encore faire des coachings. Ça, c'est bien aussi, tu peux cumuler des activités. Donc ça se fait assez bien pour le coup dans le coaching, quoi. On a parlé maintenant d'avoir plus de 80 heures de cours offertes à Grillen aujourd'hui. Quand vous aviez ouvert votre première salle, combien d'heures vous proposiez par semaine et quelle était la diversité, si on peut dire, de l'offre en termes de type de cours que vous donniez dans la journée? Et donc, parle-nous un petit peu de où vous avez commencé avec ça et où Ouais. vous en êtes aujourd'hui et de l'évolution. Ben, on avait 2 cours le matin quand même, 7 heures et 8 heures. On avait un cours entre midi et 2 et 3 cours le soir. Donc ça fait 6 heures par jour. Fois 5, 30. On faisait 2 heures le samedi matin, 32, et on était fermé le dimanche. Voilà, donc on avait 32 heures de cours par semaine, ce qui nous permettait quand même d'accueillir pas mal de monde, en tout cas au début. Euh, et ensuite, eh ben, en fait, l'avantage qu'on avait eu, en tout cas, heureusement, c'est qu'on avait effectué un sondage quelques semaines avant, quelques mois avant, pour justement recueillir le maximum de données pour savoir ce que les personnes attendaient un petit peu de la boxe. Évidemment, ils voulaient faire du CrossFit, mais notamment bah, les personnes qui étaient en extérieur, elles n'avaient jamais fait de gymnastique parce que justement, ils étaient en extérieur. Et donc, on a eu assez rapidement des demandes pour faire des cours un peu plus axés sur la gym. Moi, j'avais mon passé d'haltéro par la force des choses parce qu'il n'y avait pas de salle de CrossFit, donc j'ai commencé par l'haltérophilie. Et donc, on a mis assez rapidement des cours d'haltérophilie de 6 personnes en place, ce qui nous a permis de pouvoir ouvrir dès le début avec et des WOD, des Workout of the Day, et des spé gym et haltéro. Donc, c'était pas mal pour un début. Mhm. Donc, on avait cette variété de cours-là, et puis c'est sûr que bah, ça a évolué au fur et à mesure. Mais ça, ce sondage-là que je parle, nous, on le fait tous les ans à Grillen. On essaie de recueillir le maximum d'avis. Bon, on n'a pas tout le monde, mais sur le dernier, on a eu 200 avis, on va dire sur les 450, 500 adultes qu'on a, donc une petite moitié, mais ça permet quand même de dégager des tendances. Et donc, ça permet de savoir que bah, finalement, ce cours-là, les membres, ils le veulent plus forcément, mais qu'ils aimeraient avoir un autre créneau, des choses comme ça. Et ça permet d'évoluer au fur et à mesure des années. Parce que toi, en tout cas, enfin, nous, avec Isaac, quand on avait la tête dans le guidon, on faisait les cours, on faisait les cours. C'était le plus important, c'est de donner du coaching. Mais c'est vrai que du coup, tu es fatigué et c'est difficile de toujours faire attention à tout. Et donc, c'est vrai que se poser une fois dans l'année, en général, c'est pendant nos vacances. Mais on aime bien faire ça, de pouvoir créer un sondage et de l'envoyer et de regarder les retours, les feedbacks quand on rentre de vacances. Ça nous permet justement de revenir avec de nouvelles idées et la tête un peu plus, on va dire un peu plus équilibrée, en tout cas plus apte à comprendre les membres, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place cette année comme évolution justement dans ces cours que vous dispensez, que vous offrez? Est-ce que l'offre a évolué de manière significative? Est-ce que c'est des petits ajustements maintenant que vous faites chaque année? Ouais, on va dire des petits ajustements. On avait un cours altéro le mardi midi qui fonctionnait pas trop. C'était notamment des indépendants qui faisaient le cours. Finalement, eh ben, alors le midi, on a 3 cours en même temps.
Donc là, le mardi midi, on avait un HIIT, un haltéro et un WOD. Finalement, l'haltéro le mardi fonctionnait pas trop. On a remis un WOD, donc on avait déjà un, mais du coup, ça plaît beaucoup et donc ça nous permettait de remplir ce cours-là. Donc bah, forcément, c'était plus rentable pour nous et en même temps, ça permettait d'accueillir plus de membres, donc de pouvoir leur donner on va dire, le nombre de cours qu'ils veulent. Donc ça, c'était assez intéressant avec ça. On a rajouté des cours, on a rajouté un cours senior le vendredi matin qui est déjà complet, donc tant mieux. Donc ces personnes-là, il y a une certaine partie qui demande un deuxième cours dans la semaine. Ça va nous permettre de faire évoluer leur abonnement, puisqu'ils avaient un abonnement une fois par semaine, et de pouvoir accueillir des nouveaux seniors. On a aussi créé un cours compétition pour les enfants. Alors, on l'a pas fait pour les adultes parce qu'on voulait pas créer de groupe. On l'a fait pour les enfants parce qu'on a vraiment beaucoup d'enfants à Grillen et il y avait vraiment une grosse différence de niveau. Et à cet âge-là, voilà, ça peut écouter ou pas et c'est quand même plus facile quand tu as des plus avancés qui ont l'habitude de pouvoir avancer plus loin avec eux. Mhm. Donc, ça, c'est Zach qui le fait le mercredi et Ross le samedi. Donc, c'est assez intéressant. Et en même temps, ben, ce créneau en plus, ça nous permettait de libérer un autre créneau pour accueillir d'autres enfants. Donc voilà, ça nous a permis d'accueillir un petit peu plus d'enfants cette année, de pouvoir séparer un petit peu les niveaux. Donc c'était plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je réfléchis. Plutôt des ajustements de créneaux pour le coup. On a rajouté quelques créneaux, notamment en même temps que les enfants. On a maintenant un cours à 10 heures le mercredi matin. Donc ça plaît parce que les parents, ils déposent leurs enfants et en même temps, ils peuvent faire du CrossFit. Donc ça, c'est top. L'après-midi, pareil, on a un cours à 16 heures le mercredi et en même temps, on a les enfants de 16 à 17 et de 17 à 18. Et on a aussi un créneau à 17 heures, mais ça, c'est le créneau classique. Donc, on a essayé, on va dire, de maximiser, ouais, d'être efficace et de pouvoir se dire, OK, ben, nous, en tant que parents, quand je pose mon enfant, bah, qu'est-ce que j'aimerais faire? Si le parent est déjà adhérent, il a envie de s'entraîner, soit en open gym, mais on n'a pas trop une population qui s'entraîne en extérieur, sauf quelques compétiteurs. Donc plutôt un WOD, donc il fallait qu'on mette un WOD. Si les parents sont pas inscrits, ben, pour leur donner envie de s'inscrire, c'est d'avoir un cours en même temps. Donc ça permet de récupérer aussi peut-être les parents. Et puis bah voilà, c'est vrai que d'avoir les seniors, on s'est dit ça va peut-être pas trop fonctionner. Et au final, je pense qu'on l'a même ouvert trop tard. On aurait dû l'ouvrir bien avant le cours senior. On a tous les parents des adhérents, donc c'était facile. J'avais prévu 3000 flyers, etc. J'en ai utilisé 500 et on était complet, donc tant mieux. Donc bah, l'objectif, c'est de pouvoir rajouter un autre créneau. Donc là, il faut juste qu'on fasse quelques calculs dans le sens où le vendredi matin, c'était déjà, on va dire, une plage qui était rémunérée pour nos coachs, donc ça nous a pas rajouté de charge Mhm. notamment pour notre coach salarié. Mais le mardi, il va falloir rajouter un coach, un créneau. Donc, faut juste falloir regarder ce coach, combien est-ce qu'il va nous coûter par mois. Donc, du coup, combien est-ce qu'il nous faut au minimum de seniors pour que ce soit rentable. Donc, voilà, juste être conscient de ça. Pareil pour les enfants, par exemple. Mais voilà. Il y a, pour reparler des enfants, je sais qu'il y a beaucoup de box qui aiment pas trop faire les enfants parce que le coach, forcément, enfin, c'est pas forcément sa tasse de thé. Il ou elle n'est pas forcément assez bien formé pour les enfants ou pour ce public-là. Et aussi parce que ben, si jamais il prend un coach extérieur, ça va lui coûter cher. Et si t'as que 3 enfants, ça sera pas rentable. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Tu sais, j'ai que 3 personnes, du coup je fais pas le cours. Mais si je fais pas le cours, bah j'aurai jamais de monde. Mhm. Donc c'est pas forcément évident. Donc il faut se donner les moyens. Soit tu prends un coach extérieur si vraiment toi tu peux pas le faire. Et du coup tu te donnes quelques mois d'essai même si tu perds un peu d'argent. Alors bon, peut-être que tu peux pas le faire au début parce que tu peux pas te permettre de perdre de l'argent. Mais enfin quand tu es plus avancé, si tu perds un petit peu d'argent, c'est pas très grave si tu essayes des choses. Ou alors, eh ben, toi, en tant que gérant, si tu es à cette casquette de coach et que tu es diplômé coach en France pour le coup, ben, tant pis, tu fais déjà 50 heures par semaine, bah, tu feras 52 heures par semaine. Tu vas essayer, toi, de faire les kids ou les enfants ou ce public-là. Tu vas voir, tu vas essayer de le faire fonctionner au maximum. Et une fois que ce sera rentable, eh ben, tu pourras prendre un coach pour le faire à ta place, quoi. Donc, c'était vraiment en tout cas, cette politique-là qu'on avait avec Isa, c'était de nous de tout donner ce qu'on pouvait pour essayer de développer au maximum. Et une fois que c'était développé, ben, on avait fait le plus dur. Il fallait simplement, c'est pas toujours simple, mais trouver des personnes qualifiées et qui sont bonnes en coaching pour pouvoir prendre les créneaux qu'on avait développés, quoi. C'est super intéressant de voir cette évolution, le fait que, et on en avait parlé avec Isa sur le podcast déjà il y a quelques mois de ça, donc pour ceux qui s'intéressent, allez écouter le podcast que j'ai fait avec Isa, donc ta compagne, et c'est elle qui gère aussi hein, tout l'aspect des kids. Je pense elle a une philosophie qui est vraiment très, très intéressante et qu'elle a vraiment bien développée au cours des années aussi là-dessus.
et qui peut-être peut intéresser justement les gérants de box qui souhaitent peut-être se lancer dans cet aspect plutôt kids, mais qui savent peut-être soit pas comment faire, soit qui sont peut-être pas aussi à l'aise avec, comme tu as dit, les enfants que les adultes. Et c'est génial que vous ayez commencé à inclure les seniors aussi. Ça montre vraiment que voilà, si tu sais ce que tu fais et que tu le fais bien, tu peux véritablement travailler avec tout le monde. Et ça, c'est vraiment chouette à voir, quoi. Ouais, ouais, exactement. Donc là, c'était ce public-là. Il y a encore d'autres publics. Alors, ça commence un peu à se réduire, mais il y a d'autres publics aussi qu'on peut aller chercher. On n'a jamais réussi à développer pour l'instant, par exemple, les personnes à mobilité réduite. On a deux stagiaires cette année-là. Ben, un des deux stagiaires, ça va être son projet de développer un petit peu cet accès-là pour pouvoir proposer le CrossFit à un maximum de personnes et de pouvoir toucher le plus de monde. Donc, il y a vraiment des choses à faire. Et bah, c'est bien qu'on soit 2 avec Isa, mais maintenant on est plus. Il y a Flora qui est salariée, donc on est 3 salariés et on a 4 indépendants. Alors ces indépendants-là, ils sont pas dans la partie gestion, ils sont dans la partie opérationnelle de coacher. Mais du coup, avec Isa et avec Flora, ça nous permet vraiment de pouvoir répartir les tâches et donc de pouvoir se dire, voilà, il faut qu'on développe ça, ça et ça. Bah, toi, tu vas t'occuper de ça, toi de ça, quoi. Donc, Isa fait par exemple la programmation pour les enfants et il gère tout ce qui est inscription pour les enfants. Flora, elle gérait un peu plus pour la partie senior et voilà, elle pourra gérer d'autres parties également. Donc, voilà, on délègue et voilà, c'est pas toujours facile et de déléguer. Une fois que tu le fais, il faut bien le faire pour pouvoir donner justement les tâches qui correspondent au mieux à tes employés, quoi, en tout cas à tes coachs. J'allais te demander justement comment est-ce que tu gères le fait de déléguer? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement pour toi, que tu faisais déjà aisément dans le passé, ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu dois travailler? Je me souviens qu'au tout début, les premières soirées qu'on donnait à notre coach ou à Flora et qu'on allait passer et aller se faire un resto avec Isa, on culpabilisait un petit peu. On attendait le message de Flora quand elle fermait la box pour savoir si tout s'était bien passé. Alors voilà, est-ce que les 3 heures de coaching sont bien passées? Raconte-nous, etc. Voilà, maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand on part en vacances, évidemment qu'on demande d'avoir un rapport journalier ou quasi journalier, juste pour voir voilà, si tout s'est bien passé, s'il y a eu des choses. Souvent, même quand on est en vacances, on va quand même gérer deux, trois choses sur l'ordi. Mais voilà, si on n'a pas de nouvelles dans la journée ou si le soir, j'ai pas eu de nouvelles, même s'il y avait un cours de fondation avec des potentiels nouveaux membres, c'est soit Flora, soit Ross, soit Isa, soit moi qui les faisons. On a confiance, ils savent ce qu'il faut faire, les process de pouvoir comment vendre l'abonnement, comment créer un abonnement dans la plateforme, ils savent comment faire. Et je sais que le lendemain matin, ça suffit largement que j'aille sur le bureau, que j'aille voir si les contrats ont été signés. Je peux demander un petit feedback à ce moment-là à Flo. Et voilà, maintenant on délègue beaucoup plus facilement. Mais je sais qu'au tout début, ça faisait très très bizarre de laisser son bébé, on n'aime pas trop. Et au fur et à mesure des années, tu lâches un peu prise, ce qui veut pas dire que tu fais plus aussi attention qu'avant, mais tu donnes confiance à ces personnes-là. Et ça permet un petit peu de te libérer aussi mentalement et de pouvoir profiter aussi pas de la vraie vie, mais de la vie à côté du boulot, quoi. Je sais qu'il y a une ou deux questions là-dessus dans les questions Instagram qu'on a reçues, donc je te la poserai en fin de podcast. Je Ok. veux revenir sur les abonnements, les tarifs. Tu as parlé de ces abonnements progressifs que vous mettez en place maintenant qui s'ajustent un petit peu à la fréquence de pratique de tes adhérents. Donc, fais-nous un petit peu la vue d'ensemble. Quel type d'abonnement vous proposez aujourd'hui? Et on pourra parler ensuite de est-ce que tu vois des pistes d'amélioration de cette structure, soit chez vous, soit peut-être dans des box qui fonctionnent légèrement différemment, mais commençons avec voilà, vos offres à vous, comment est-ce qu'elles sont Hmm. structurées et pourquoi est-ce que ça vous convient aujourd'hui de travailler comme ça? Alors, au jour d'aujourd'hui, on a des fondations, donc c'est des séances d'initiation, on en a deux. On en avait plus avant, c'est des séances qui sont obligatoires pour les nouveaux adhérents. Souvent, c'est des petits groupes parce qu'on n'a pas des nouveaux tout le temps. Mais voilà, ces créneaux-là, ils sont dispo toute l'année. C'est un des points positifs, je pense, c'est que c'est très rare de pas avoir d'une personne en initiation. Donc, c'est plutôt bon signe aussi pour la structure. Et donc, on a des groupes entre 2 et 10 personnes, on va dire, qui viennent découvrir le CrossFit et c'est des séances qui sont adaptées. Bien sûr, le CrossFit, il est adapté à tous, mais si demain, la personne, elle vient et que j'ai mis un skill, je sais pas, un RM snatch avec ensuite un Isabelle 30 snatch à 60 kilos, bien sûr qu'on peut adapter, mais peut-être que cette personne-là, de par les adaptations, va se dire, bon, ok, le coach, il a tout adapté pour moi, j'avais même pas de barre à la fin, il me l'a fait à la dumbbell. Finalement, c'est peut-être pas pour moi, quoi. Pour éviter d'avoir ce mauvais a priori ou ce mauvais premier jugement, on les fait aller dans deux créneaux, justement, qui sont dédiés pour eux avec des mouvements simples. On revoit les bases, on voit les mouvements qui sont dans le CrossFit Level 1, donc toute la famille de squats.
la famille des tirages avec notamment les deadlifts, les cleans et les med ball clean, et toute la famille des poussées, des presses, etc. Donc évidemment qu'on a un petit peu fait à notre sauce, mais on a repris quand même ces bases-là pour pouvoir donner des bonnes fondations à ses membres. Et ensuite qu'ils aient un peu moins peur, parce que ça reste quand même comme ça aujourd'hui, qu'ils aient un peu moins peur ensuite d'aller dans les cours des grands. Très souvent, les fondations, c'est en même temps que d'autres créneaux, donc ça leur permet de voir à la fin du cours un petit peu ce que font les autres, quoi. Donc ça, c'est obligatoire chez nous. Mhm. Après un type d'abonnement, alors au jour d'aujourd'hui, pour l'abonnement CrossFit, on a encore que de l'abonnement illimité. Ça, on est en grande réflexion. Est-ce qu'on change, est-ce qu'on change pas? On a toujours été comme ça à Grillen. On avait créé, ça l'est plus maintenant, alors, tu vois, les choses bougent. On avait créé des abonnements à fréquence pour ce qu'on appelle les hits. C'est un Mhm. créneau qu'on a créé qui plaît beaucoup. Nous, on a décidé de le faire en 45 minutes. On le fait soit très tôt le matin, soit entre midi et deux, soit très tard le soir. Donc, c'est des créneaux où les gens ont peu de temps. Et donc, en trois quarts d'heure, ils ont fait leur séance. C'est des séances avec faible mouvement technique. Donc, il n'y a pas de handstand push-up, il n'y a pas de snatch. Mhm. Il peut y avoir des tirages aux anneaux, des jumping pull-up, où il y a du renfort et du cardio, mais avec des mouvements assez simples. Mhm. Alors, j'ai pas trop de créneaux hits parce que j'ai pas envie que ma box ou que mes adhérents veulent faire que ça et du coup perdre un petit peu cette philosophie ou cette envie de progresser sur des nouveaux mouvements. Du coup, voilà, on en a peu, mais on en a quand même. On avait créé des abonnements à fréquence pour ces personnes-là parce qu'on s'est rendu compte qu'on attirait un autre type de clientèle. Au jour d'aujourd'hui, on a enlevé cet abonnement-là parce que même si on a des personnes qui adorent le HIIT, on veut qu'elles viennent aussi au WOD de CrossFit pour justement progresser dans une plus large mesure, en tout cas voilà, sur des mouvements. Et donc, du coup, on l'a enlevé. On a toujours l'abonnement illimité à en CrossFit, mais cet abonnement-là, maintenant, il a bien évolué. Et le tarif qu'on propose maintenant ne rebute pas les personnes, mais peut-être que, au fur et à mesure que ce prix va monter, peut-être qu'on va perdre, ou en tout cas, des personnes vont plus vouloir venir, ou peut-être qu'elles venaient pas souvent. Elles vont se dire que c'est peut-être pas assez rentable. Donc, faire venir plus les personnes, c'est aussi notre objectif, de par la programmation, qu'elle soit cyclée, etc., pour pouvoir essayer d'avoir un maximum pas de retenue, mais voilà, que les personnes restent à nos cours le De maximum. rétention, ouais. Exactement. Et peut-être qu'on va devoir créer cette fréquence-là. En tout cas, c'est ce que je conseille maintenant. Donc, c'est ce qu'on devrait faire avec Grillen. Simplement que nos adhérents qui ont toujours eu de l'illimité, au jour d'aujourd'hui, les nouveaux, ils sont à 85 euros par mois. Si demain, je dis que le 3 séances par semaine, c'est 80 euros par mois, que l'illimité devient 100 euros par mois, mes adhérents qui sont à 85 euros puis qui viennent 5 fois par semaine, forcément, ils vont tilter un petit peu. Et est-ce qu'ils vont prendre un abonnement moindre ou est-ce qu'ils vont passer à l'abonnement au-dessus? C'est pas forcément évident à changer une fois que ça fait quelques années que tu es comme ça. C'est pour ça que c'est bien important je pense, de le faire dès le début. Maintenant, je pense que sur l'avenir, c'est quand même quelque chose qu'on pourra proposer. Et pour pouvoir, j'ai pas envie non plus d'être trop sélectif dans le budget, de pouvoir perdre une clientèle qui n'a pas forcément 100 euros par mois pour mettre dans une salle de CrossFit. Peut-être qu'il n'a que 70 euros par mois, ce qui est déjà très bien, et qui deux fois par semaine pourrait leur convenir. Et les personnes qui veulent venir et souvent et qui ont ce budget-là puissent venir et payer du coup un petit peu plus cher. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, on a cet abonnement illimité là en CrossFit et on propose bien sûr des carnets de séances. Cet abonnement-là, on le fait sur un prix dégressif, un mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Donc c'est des abonnements avec engagement. J'ai pas d'abonnement sans engagement. Il y a des box qui le font en proposant un tarif un petit peu plus cher, mais je préfère entre guillemets moi pour mon business plan engager la personne sur une certaine durée. Ça me permet moi de savoir ce que je vais gagner dans 3 mois et de pas me dire ok si ces personnes-là elles prennent un abonnement sans engagement et qu'il se passe quelque chose, qu'elles se désinscrivent. Donc voilà. Après l'engagement, il est plus ou moins tenu, mais quand même il y a un contrat qui est signé. Donc voilà, ça me permet quand même d'avoir, on va dire, d'être assez sûr de ce qu'on pourra gagner dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne là actuellement. Et voilà, après, l'objectif, ça serait quand même d'avoir des abonnements en fréquence, justement, pour pouvoir toucher une clientèle différente et me permettre quand même de pouvoir augmenter au final quand même mes tarifs, puisque par exemple, un 2 fois par semaine se rapprocherait peut-être de l'illimité maintenant, et de pouvoir mettre un illimité peut-être à sa vraie valeur, en tout cas la valeur que je l'aperçois. On a augmenté progressivement nos tarifs, mais le panier moyen de nos adhérents, il n'est pas du nouveau tarif. On a déjà augmenté les anciens, mais les anciens, tu les augmentes pas de plus 15 du jour au lendemain, donc c'est progressif.
Donc, c'est ça aussi, de mettre des prix pas assez chers au début. Ben, même si 3 ans après, ton abonnement, il a évolué, si 50% de tes membres, ils payent encore 15 euros moins cher, ben, ça reste quand même un manque à gagner. Donc, ton panier moyen, il est plus faible que ton prix actuel, quoi. Ouais, et c'est super intéressant de voir justement toutes les réflexions qui sont requises hein, pour avoir une approche cohérente, pour avoir les bonnes offres, pour faire évoluer ces offres aussi, comme tu l'as dit ici, Ouais. au fur et à mesure du temps et de l'évolution de ta structure aussi, de tes membres, de ce qu'ils veulent, de ce que toi tu veux mettre en place. Mm. En parlant de ça, je voulais parler un petit peu de matériel. Tu as dit qu'au début, il ne faut pas essayer de juste faire le moins cher possible parce que au final, tu te retrouveras à devoir repayer pour du matériel plus tard C'est ça. parce que ça ne dure pas. Est-ce que ce serait juste de dire que si tu investis de manière intelligente dans ton matériel, c'est quelque chose que tu vas pouvoir garder avec toi pendant des années de manière durable? Ouais, c'est ça. Là, au jour d'aujourd'hui, en plus, il y a beaucoup de marques qui se sont développées. Il y a plein de bonnes marques, il y a des moins bonnes marques. Il y a des marques qui proposent et du matériel de qualité et d'autres, des fois, dans la même marque, moins de qualité. C'est pour ça que je suis pas cantonné à une marque. Si je vois que cette marque-là, elle propose un certain type d'équipement qui est pas à mon niveau de qualité, ben, je vais prendre chez une autre marque. Alors, voilà, si on est pointilleux, c'est quand même chouette d'avoir tout dans la même marque, mais pour le coup, forcément, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et, euh, et oui, c'est sûr, ce matériel-là, enfin, si tu investis demain dans des kettlebells, des haltères de qualité, elles dureront des dizaines d'années, en tout cas au moins 10 ans, on peut partir au moins sur 10 ans. Les barres, c'est pareil, alors que des barres d'haltéro de faible qualité, elles vont durer que quelques années. Et si tu avais mis 50 ou 100 euros plus cher sur la barre de départ, voilà, elle aurait fait au moins x2 dans la durée. Donc des petites choses comme ça. Après, bon, tout ce qui est quand même en métal, etc., c'est assez coriace, hein, les kettles, les haltères, les barres. C'est assez coriace. C'est plutôt tout ce qui est medball, par exemple, qui des fois est de faible qualité. C'est quand même pas donné, des petites choses comme ça. Donc voilà, faut les anneaux, des choses comme ça. J'ai testé et bah, j'ai vu qu'il y a des choses qui étaient bien, d'autres moins bien. Donc du coup, ça me permet de pouvoir conseiller aussi maintenant d'autres personnes qui aimeraient acheter certaines marques. Et je leur dis, ben moi j'ai essayé ça, ça c'est top, ça a pas tenu. Donc voilà, fais juste attention par rapport à ça. Mais voilà, encore une fois, le matériel, c'est souvent ce que les futurs propriétaires de box ont envie ouais, ils ont envie d'éblouir leur future clientèle de matériel et c'est bien parce que ça fait beau, mais voilà, c'est pas pour ça que les personnes vont rester. La preuve, tu vas des fois dans des box ou dans des salles, où le matériel, il n'a pas été changé depuis 10 ans, et pour autant, la box, elle fonctionne bien. Alors peut-être qu'elle fonctionnerait mieux si le matériel était mieux, mais ça l'empêche pas de très bien fonctionner. Donc voilà, le principal, ça reste quand même le coaching, le service que tu donnes à la personne, et du coup, ben, le planning aussi, puisque ben, tu vas convenir à plus ou moins une certaine clientèle. Le matériel, c'est pas en un, alors, c'est peut-être en 3 ou en 4, c'est très important, mais voilà. C'est pas l'aspect principal et je préfère mettre de l'argent dans mes coachs, dans leur formation et dans les créneaux plutôt que dans le matériel. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, ben, on a beaucoup de créneaux, beaucoup de coachs. Et ben, du coup, j'ai pas besoin forcément de remettre de l'argent dans ce domaine-là et du coup, ben, je le mets dans le matériel. Ben voilà, on a Claudia et Victor à la boxe. Donc ben ça me fait un peu chier entre guillemets quand ils arrivent aux semi-finales et que c'est des runners, des nouveaux, avec un écran que t'as jamais vu, qui font plus 3 km/h alors que eux s'entraînent sur une machine et c'est pas du tout la même vitesse. Et ben si je peux, et ben je vais faire en sorte d'avoir ce runner là pour qu'ils aient les meilleures conditions. C'est quelque chose que je fais pour les compétiteurs, mais c'est aussi quelque chose qu'on fait pour les adhérents. Si on voit qu'on a besoin pour notre course strongman de plus de sandbags, et ben je vais acheter plus de strongman, des choses comme ça quoi. Donc ça c'est des choses qui se font petit à petit, que je peux faire maintenant parce que ça fait 7 ans qu'on existe, mais c'est aussi des choses que j'ai provoquées dans le sens où on a très vite avec Isa créé des compétitions, des petites compétitions sans prétention, mais on a tout réinvesti les bénéfices dans l'achat de matériel pour pouvoir justement faire venir plus de monde à nos compètes parce qu'on avait aussi plus de matériel, notamment des worms. Jusqu'à encore quelques années, les personnes, elles venaient à la Grillen, elles n'avaient jamais touché de worm. Et aussi, ben, ensuite, pour nos membres, pour les compètes et pour nos compétiteurs, quoi. Ouais, donc il y a vraiment ce raisonnement à plusieurs niveaux. Il y a ce dont tu as besoin pour les cours, il y a ce dont tu as besoin pour tes compétiteurs. Est-ce qu'il y a des pièces de matériel que tu t'es procuré toi par pur plaisir, de quelque chose que tu avais envie d'utiliser, d'employer à l'entraînement ou simplement d'avoir dans ta box qui rentrait peut-être pas nécessairement dans les autres deux cases, mais voilà, tu peux aussi te faire plaisir un petit peu de ce côté-là.
Bah, au début, même quand on a ouvert la box avec seulement 20 000 euros de matériel, j'ai quand même acheté des blocs de jetés. Ouais. Et je sais qu'à l'époque, il y avait personne qui avait des blocs de jetés, même maintenant, parce que bah, ça coûte entre 1000 et 2000 euros. Et que c'est plus un repose-gourde et serviettes que un accessoire pour jeter des barres, en tout cas au début. Mais en même temps, voilà, on l'a pris au début et elles ont tenu jusqu'à maintenant. Donc, c'était chouette. C'était quelque chose, voilà, c'était un petit plaisir qu'on s'était fait avec Isa. Et maintenant, bah, c'est sûr qu'on peut s'en faire un peu plus si je vois qu'il y a une pièce d'équipement qui apparaît dans des compétitions que j'ai envie d'avoir du coup pour mes compétiteurs, je vais l'acheter. Je pense à une trapèze bar, je pense à un système pour pouvoir transporter un yoke mais en mode farmer carry, des choses comme ça. C'est des petits accessoires et donc bah si on a le budget pour, on se fait plaisir par rapport à ça. Voilà, je veux pas non plus que les adhérents pensent qu'on achète que pour les compétiteurs et pas pour eux. Et donc, il y a quand même un réinvestissement régulier dans le matériel. Les sandbags, on s'en sert beaucoup. Ça a une durée de vie assez limitée. Du coup, ben, ok, les compétiteurs, ils s'en servent, mais nos adhérents plus quand même. Et pour le coup, bah, ils voient que bah, chaque année ou tous les 2 ans, les sandbags, ils sont neufs. On change les kettlebells parce qu'il y en a qui sont cassés, des choses comme ça. Donc, c'est important, je pense, que tout le monde trouve, voilà, soit content par rapport à ça et pas juste dire, bah, ok, ils achètent que pour les compétiteurs ou voilà, c'est une communauté bien sûr, mais c'est un groupe et on sait comment les personnes aiment bien parler entre eux. Donc, on essaye au maximum voilà, de faire plaisir à tout le monde dans la mesure du possible et voilà, de contenter un maximum de personnes. Et je pense que pour le coup, à Grillen, je pense qu'ils sont assez contents par rapport à ça, de l'investissement qu'il y a tous les ans, quoi. Pour clore un petit peu le chapitre business et gestion de box, pour toi, quelles sont les plus grosses erreurs aujourd'hui que tu vois encore, soit chez les gens qui lancent une box, soit chez les gens qui en gèrent une depuis longtemps, les axes principaux d'amélioration que tu verrais pour des gens qui sont dans cette situation à l'heure actuelle? Euh, je pense au planning en un. Il y a encore trop de box qui vont ouvrir à 10 heures alors qu'ils sont proches d'une zone industrielle où il y a des personnes qui travaillent et ces personnes-là, peut-être qu'elles pourraient venir avant de travailler, mais peut-être parce que la personne ouvre tout seul et qu'elle peut pas faire 7h, 21h toute seule, peut-être par la force des choses n'ouvre pas sur les créneaux qu'elle pourrait ouvrir. Et c'est dommage parce que le fait de se fermer cette porte-là au début, bah forcément, tu vas te fermer la porte eh ben, à des potentiels membres. Et si tu as de la concurrence, une autre structure qui ouvre à ces créneaux-là, forcément, ben, ça va être on va dire une concurrence qui va te faire entre guillemets un peu de mal ou forcément tu vas perdre des gens. Donc le planning, je trouve ça important. C'est pour ça, quand on ouvre, en tout cas au jour d'aujourd'hui, je trouve que il faut ouvrir à plusieurs, pas forcément avec plusieurs associés, mais il faut déjà se construire une équipe et se dire, OK, ben, toi, tu feras ça, toi, tu feras ça, bien répartitionner les tâches pour avoir, je pense, le planning le plus complet possible, même si bien sûr, il va évoluer avec les rentrées d'argent, bien sûr. Tout ce qui est SP aussi, les personnes, elles adorent le CrossFit, mais pour les fidéliser, ben voilà, nous on a le cours Strongman le mardi soir qui plaît énormément. Et je sais que si on l'avait pas, eh ben les adhérents ils seraient pas très contents. Bah, alors c'est sûr ils l'ont donc ils le veulent maintenant, mais il y a des cours comme ça qui permettent quand même de fidéliser. Il y a des personnes qui viennent peut-être plus qu'une fois par semaine, mais elles viennent à ce créneau-là. Et je sais que si je l'enlèverais, bah peut-être que c'est des personnes qui viendraient plus du tout. Donc il y a des choses comme ça aussi. Donc ça c'est en un. Après autre part que le planning, on va dire la qualité du coaching. Donc on pense tous, quand on ouvre, d'être pas le meilleur coach, mais se dire, je suis assez bon coach et ça va le faire. Et bah, malheureusement, il y a des fois des coachs qui ont pas assez d'expérience, par exemple, dans le CrossFit. Alors, il y en a de moins en moins. Mais je sais, à l'époque où on a ouvert, il y a des personnes qui coachaient ou qui ouvraient des box et qui n'avaient pas assez d'expérience dans ce domaine-là. Et quand tu dois coacher l'haltérophilie et que tu n'en as jamais fait, ou que tu en as fait seulement 5 fois dans l'année de ton BPGEPS, ça se voit et ça se ressent. Et les membres le ressentent. Donc, si tu es tout seul dans ta ville, c'est pas trop grave si tu les blesses pas. Si maintenant tu ouvres et qu'il y a déjà d'autres structures, bah forcément les membres, ils vont voir, et s'ils ont déjà essayé de autre part, ils vont voir que tu es peut-être moins qualifié ou moins expérimenté. Donc ça, c'est assez important. Donc la formation des coachs, que ce soit des formations certifiantes ou des stages d'entraînement, des Mhm. formations comme toi, tu peux le faire, des stages d'entraînement comme on a fait faire avec Eric, le Danois, là, en altéro, même si c'est pas forcément des choses qui sont certifiantes, c'est de l'expérience en plus, c'est de la pratique et des connaissances. Et ça, c'est ce qui permet de faire la différence, quoi. C'est ce qu'on nous a souvent dit à Grillen quand les adhérents faisaient d'autres box et que on était bien encadré à Grillen et que c'était un vrai plus, quoi. Encore plus que le matériel, quoi. Ça, c'est, on va dire, du bonus, mais
Donc c'est ça, ouais, le planning et la qualité des coachs. Pour moi, c'est les 2 points importants. Est-ce que tu savais qu'il existe une application 100% gratuite qui te permet de planifier et de suivre tes entraînements sur le rameur, le ski erg et le bike erg? Si tu veux en apprendre plus sur comment optimiser tes entraînements et ceux de tes clients, je t'ai préparé une formation gratuite avec plus d'1 heure et demie de contenu théorique et pratique. Clique sur le lien dans la description pour rejoindre plus de 2000 élèves déjà formés. Et pour terminer, donc tu as lancé récemment une formation business, donc pour les gens qui souhaitent se lancer, pour les gens qui gèrent des salles, parle-nous un petit peu de cette formation, à qui elle s'adresse exactement et qu'est-ce que les gens vont pouvoir y retrouver. Ouais, donc c'est, on va dire, la version 1.0 qui sera forcément amenée à évoluer. Bah là, j'ai 3 personnes qui ont pris récemment la formation. C'est des personnes qui n'ont pas ouvert de box. Il y en a qui ont déjà des projets qui avancent assez bien, d'autres qui n'ont pas encore ce projet-là, mais ça va leur permettre de aussi réfléchir et de peut-être d'acquérir davantage de connaissances sur comment ce qu'ils vont faire. Ce que je voulais, en fait, c'était pouvoir proposer avec mon expérience, hein, je suis pas du tout un professionnel en marketing, etc. J'ai un diplôme d'ingénieur et un diplôme de coach sportif, mais avec mon expérience de pouvoir leur dire, eh ben j'ai fait comme ça a marché. J'ai pas fait ça, peut-être que ça aurait pu fonctionner. J'ai fait ça, ça a pas marché. Donc le faites pas ou peut-être le faites différemment ou testez. Et j'essaie de faire ça, on va dire, et de la création. Donc on va dire tout ce qui est un petit peu démarche administrative c'est pas forcément évident et pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de la paperasse, ça peut rebuter un petit peu. Donc, soit ils se font accompagner maintenant. Là, en France, il y a la CCI qui peut t'accompagner un petit peu. Donc, ça, c'est vraiment bien quand tu veux créer une société et quel statut juridique choisir. Des choses comme ça, on en parle. Alors, je suis pas expert comptable, mais je peux quand même parler un petit peu des SAS, des SARL, des avantages et des inconvénients. Et il y en a, et si tu les connais pas, tu peux un peu te mordre les doigts quelques années plus tard, parce qu'une fois que ta boîte elle est créée. Tu peux changer les statuts, mais ça coûte quand même un peu d'argent. Donc, on parle et statut juridique, on parle quels documents il va falloir fournir à la mairie, on parle des accès handicapés, on parle des normes incendie, donc des établissements qui reçoivent du public. Donc vraiment, on va dire la paperasse, c'est ce qu'on n'aime pas trop faire, mais ce qui est important parce que quand tu déposes ton projet, il faut que tu aies des plans, soit faits par toi ou par un architecte, mais il faut que ce soit des plans quand même pro. Et la mairie va accepter ou pas. Ça prend au moins un mois avant qu'elle accepte. Si elle accepte, tu peux faire tes travaux. Si elle accepte pas, tu repars sur un mois. Il faut changer tes plans. Euh, dans ton plan, ta porte, c'était 85 cm. C'est des portes PMR, il faut que ce soit 90, donc ça va pas. Enfin, il y a pas là de petites choses comme ça. Alors, on rentre pas forcément dans les détails, mais on parle quand même un petit peu de ces choses-là qui peuvent te faire perdre du temps et donc de l'argent. Si par exemple tu payes déjà ton loyer, des choses comme ça. On parle aussi un petit peu, bah, est-ce qu'il faut acheter ou louer son local? Voilà, ça c'est quand même quelque chose, une question qu'il faut se poser. Et même si ça peut dépendre bien sûr du budget de départ, mais il faut juste savoir les avantages et les inconvénients de chacun. On parle bien sûr après ben, de comment créer un planning qui va correspondre aux attentes, donc notamment en demandant des feedbacks et en faisant des sondages. Quel type de cours faire? Donc on propose différents types de cours. Quel type d'offres proposer? Donc je dis pas que ce que je fais à Grillen c'est le mieux. Je propose, je dis ce qu'on fait, ça marche, et en même temps je dis les autres possibilités, et ça va dépendre aussi de la philosophie des personnes. Donc, on parle aussi abonnement, on parle chiffres, on parle aussi business plan. C'est important bah, pour souvent, à moins que tu aies une grosse trésorerie, un gros capital de départ, il va falloir aller demander de l'argent à des personnes, souvent à des banques. Ça peut être des investisseurs privés, bien sûr. Les banques, il faut les convaincre. Elles connaissent de plus en plus le CrossFit, mais il faut quand même leur montrer que c'est différent d'une salle de fitness. Ils ont peut-être déjà financé des salles de fitness qui ont fermé, des choses comme ça. Donc, c'est important d'avoir un business plan solide, d'avoir des prévisionnels. Donc, on parle aussi des charges. Donc, je leur montre moi toutes les charges que j'ai à Grillen au jour d'aujourd'hui, de ce que j'avais avant, et comment ce qu'ils vont faire pour déterminer un petit peu bah, leurs tarifs, et comment ce qu'ils vont faire pour savoir bah, combien d'abonnements il leur faut pour être à zéro et donc, ça leur permet aussi souvent de voir qu'il faut mettre des prix un peu plus hauts parce qu'ils se rendent compte que d'avoir, je sais pas, 250 adhérents pour être à zéro, c'est quand même très compliqué. Il vaut mieux peut-être avoir 150 adhérents pour être à zéro, mais du coup augmenter un petit peu tes tarifs. Donc, en général, c'est plutôt ça qui se fait. Et que je leur montre ben, que souvent la première, voire la deuxième année, ça va être quand même compliqué. Donc, il faut pas forcément prévoir des grosses masses salariales ou trop de budget au départ dans certaines choses. Et qu'au fur et à mesure, s'ils font les choses bien, ben, on arrive à dégager de l'argent avec une box. On arrive à gagner de l'argent, à bien gagner de l'argent si c'est une box qui fonctionne bien. Mais pour ça, ben, il faut faire plein d'autres choses. Donc, on parle aussi de faire des camps d'entraînement, de créer des compétitions, enfin plein d'autres choses. Il y a l'aspect coaching, mais pas que.
Et il y a des choses qui permettent de faire un petit peu, de rendre ta boxe un peu plus populaire. Donc voilà, ça va vraiment. On parle aussi de réseaux sociaux, marketing. J'essaie vraiment de ratisser large pour et démarrer, on va dire, tout ce qui est paperasse. Ensuite, quelques mois avant la boxe, créer ta communication, choisir le bon matériel, choisir le bon local. Et ensuite, une fois que ta box est ouverte, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle fonctionne et qu'elle continue à bien fonctionner? Voilà. Génial. Bah, c'est très clair. On mettra le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus sur cette formation. On va maintenant passer aux questions qu'on a reçues de nos amis, collègues et abonnés sur Instagram. Je commence avec Clément. Salut Clément. Et il dit pourquoi Mjolnir? Pourquoi ce nom-là? C'est un nom qu'on m'avait proposé à l'époque. Justement, j'avais demandé plusieurs avis. Mjolnir, c'est le marteau de Thor. Donc, très souvent, les personnes qui connaissent pas, malheureusement, disent Mjolnir. Le J, c'est un I dans les pays scandinaves. Je sais pas si tu as suivi sur la série Netflix, il y a une série qui s'appelle Ragnarok. Ouais. Je sais pas si tu as vu. Bah voilà, c'est top. Ça permet de populariser un petit peu plus. J'aime bien cette série parce que c'est un petit peu des anti-héros qui deviennent héros un petit peu malgré eux. Mhm. Donc c'est assez sympa. Donc Mjolnir, c'est le marteau de Thor. Donc évidemment, c'est une légende. Mais voilà, ça symbolise quand même plutôt la force. C'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé, cette caractéristique. Je me suis aussi peut-être spécialisé un petit peu dans l'entraînement aussi de ce côté-là aussi. J'aime beaucoup. Et je trouvais voilà le symbole assez sympa avec toutes les valeurs par rapport à la mythologie des pays scandinaves. Ça, j'aime beaucoup. J'ai appelé ma fille Liv. C'est un prénom scandinave aussi. Donc voilà. Voilà pourquoi Mjolnir. Ça aurait pu être un autre nom, hein, c'est sûr, mais voilà, je trouvais assez sympa avec le symbole du marteau. Après, on a recréé d'autres choses. On a créé aussi le petit triangle autour du marteau, ce qui nous permet d'avoir les différentes composantes du CrossFit et voilà. Donc voilà pourquoi ce logo-là. Clément demande ensuite Focus Grillen ou projet d'une nouvelle box un jour? Mhm. Euh, je crois que ça faisait 4 ans que la boxe avait ouverte. On était plutôt rentable et ça m'a roulé bien. On a décidé d'ouvrir une deuxième box juste avant le Covid, le deuxième, il me semble. Oui, juste avant le deuxième, je crois. Donc, c'était forcément un peu plus compliqué avec les associés finalement où ça s'est pas passé comme Mhm. prévu. Ça nous a un petit peu vacciné, on va dire. On n'a pas perdu d'argent, mais ça faisait beaucoup. Et avec le Covid, avec Isa aussi qui accouchait, c'était au final pas la meilleure période. Euh, c'est sûr que maintenant, notre équipe, elle est quand même plus grande qu'il y a 3 ans. Et donc, pourquoi pas? Je le dis dans la formation même, ça me permet de leur dire, bah voilà, si un jour vous avez un projet et que vous souhaitez être accompagné, ou en tout cas que vous souhaitez vous associer, pourquoi pas? Après, voilà, c'est sûr que c'est jamais évident pas de lâcher, mais forcément, si tu es sur un autre projet, tu vas pas pouvoir être à 100% sur l'autre. Il faut être bien sûr que si tu t'en vas, ça roule à 100%. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même déjà avoir bien délégué et que il faut pas être indispensable dans certaines tâches. Donc pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on est resté à fond sur Grillen et on développe encore la boxe. Donc voilà, c'est pas, je suis à Grillen parce que j'arrive pas, parce que j'ai pas de projet pour, mais c'est plutôt, on a encore de quoi faire pour faire améliorer Grillen. Donc voilà, pour l'instant c'est l'énergie là-dedans, mais en même temps j'ai aussi beaucoup d'énergie dans la prog, donc c'est déjà bien. J'ai déjà un petit peu mes deux bébés quoi. Clément continue et demande CrossFit Masters après tes 35 ans? Très bonne question. J'ai 31 ans, donc je me dis, ouais, bientôt master, et au final, 4 ans, c'est quand même long quand tu t'entraînes tous les jours. Donc, on verra. Le, le côté athlète, ça me plaît beaucoup. Moi, j'ai toujours fait du sport en compétition, ça me plaît beaucoup. Et si demain, je faisais plus de compétition, je ferais quand même du CrossFit, mais forcément pas dans la même logique ou pas dans le même volume. Voilà, après, on verra. Là, c'est Isaac, en toi, qui rentre en master en 2024. Et donc, même si elle n'aime pas trop l'indiv, j'aimerais bien réussir à la qualifier sur des grosses compètes en master. C'est assez sympa, donc on verra. Pour l'instant, je le suis pas, et donc je profite d'essayer de m'entraîner avec des jeunes pour me pousser un peu, quoi. Sur ce plan entraînement, notre ami Rudy nous demande est-ce que tu penses que d'avoir développé ton endurance de force étant adolescent, ça t'aide aujourd'hui dans ta pratique de CrossFit? Est-ce que j'ai développé mon endurance de force quand j'étais ado? J'ai fait 5 ans de méthode Lafay, pour ceux qui connaissent, c'est une méthode au poids du corps qui a été très longtemps décriée. Moi, j'ai adoré personnellement faire des dips et des tractions et des pistoles. Endurance de force dans le sens où on faisait des séries plus ou moins longues quand même, vu qu'on n'avait pas de charge. En même temps, pour ceux qui connaissent, les temps de récupération dans cette méthode-là, en tout cas dans les principaux programmes, c'est 25 secondes entre les séries.
Donc, autant te dire que quand tu as fait 15 dips et que tu prends 25 secondes de repos, t'as pas l'impression d'avoir récupéré. Donc, c'est comme si tu étais déjà lesté. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et bien que j'ai fait des séries plutôt longues, c'est quand même mon côté force qui a été prédominant. Je pense que c'est des fibres que j'ai peut-être de naissance et j'ai toujours préféré les efforts courts aux efforts longs. Déjà tout petit, je me souviens. Je courais le plus vite dans ma classe, mais c'était pas moi le meilleur sur le cross, tu vois. Donc déjà petit, je fais beaucoup de foot, donc j'ai pas mal couru aussi. Et, euh, et ouais, pour le coup, c'est quand même toujours ma force, alors qui a été prédominante et ça m'a aussi porté défaut à l'époque où je voulais faire la compète, c'est que j'étais entre guillemets fort, assez fort pour faire des finales de compète, mais j'étais pas assez endurant, quoi. Donc c'est plutôt le côté endurance de force et cardio qui m'a limité et que j'ai dû bosser un peu plus, quoi. Un petit peu dans la même lignée, on te demande l'hypertrophie, à quel point c'est important ou non en CrossFit. C'est important pour moi dans le sens où si tu veux être compétiteur maintenant, tu as besoin d'une masse musculaire relativement importante pour endurer et pour tenir la charge tout le week-end ou les 3 jours et en même temps pour être assez fort pour soulever les charges qui sont demandées et en même temps pour être assez fort pour pas te blesser, quoi. C'est sûr que à un niveau moindre, nos adhérents eh ben, si ils n'ont pas cette masse musculaire, dans un moindre mesure bien sûr, et qui font beaucoup de mouvements type keeping, etc., eh ben, il peut y avoir des bobos aux épaules qui peuvent vite venir. Donc, pour moi, c'est prioritaire dans le sens anti-blessure. Donc, pour un crossfitter à loisir, pour moi, il faudrait qu'il y ait quasiment autant de renfort que d'intensité, ou en tout cas que de mouvements dynamiques plutôt pour justement avoir un corps sain. Maintenant, c'est sûr que pour tout ce qui est aspect compétiteur, eh ben, très souvent, il y a des personnes qui sont limitées dans leur compétition parce qu'il manque et de muscles et de force. Alors, on peut prendre de la force aussi sans forcément prendre du muscle si on est dans des sports avec des catégories de poids, mais forcément, cette prise de poids, elle va aider, évidemment. Et donc, elle est très importante, quoi. Donc, c'est sûr que là, on est dans la période un petit peu off où il n'y a pas trop de compètes. Et donc, bah, c'est le moment pour prendre un peu de viande et faire du muscle. Donc oui, c'est très, très important. Et c'est, en tout cas, pour mon cas personnel, ce qui est bien, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai pas besoin de faire de renfort dans le sens où j'en ai beaucoup fait quand j'étais petit. Et mon corps, il répond très bien. Quand je fais des handstand push-up, mon corps, il a l'impression d'être dans une séance de body. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Si je fais 100 HSPU, pour moi, j'ai fait de l'hypertrophie. Donc, j'ai pas de souci avec ça pour mon cas personnel. Toujours sur le créneau d'entraînement, Aline demande par quoi commencer quand tu es débutant en CrossFit? Est-ce que c'est mieux de prendre appui sur ses points forts qui sont déjà présents ou de bosser ses faiblesses? Bon, quand on est débutant, de toute façon, ce qui est bien, c'est qu'on va progresser un peu partout. Tant mieux si on est plus fort, ben, ça fera un petit peu la différence et on sera plus à l'aise là-dedans. Si on a, on va dire, une masse musculaire un peu moins importante, et ben, on sera peut-être meilleur dans tout ce qui est cardio. Quand on est débutant, ce qui est bien, c'est que tu peux faire plein de choses, tu vas quand même progresser, donc ça, c'est cool. Pour un débutant, on va dire, un débutant en loisir, je pense que ce qui est bien, c'est de bien rester dans les classes pour se faire encadrer et même de pouvoir peut-être prendre des heures de coaching si on le peut, si on le veut, pour pouvoir bah, justement pas accélérer sa progression, mais pouvoir tout de suite enlever des freins. Il y a des personnes qui aiment pas trop mettre la tête en bas. Alors, dans des classes, on vient travailler ça, mais forcément, sur une classe de 12 personnes, même si on passe 15 minutes, on va l'aider plusieurs fois. Mais par rapport à un coaching d'une heure où on est tout seul avec la personne, ben, des fois, il suffit de 2 coachings pour que la personne arrive à se mettre la tête en bas ou même arrive à faire un HSPU, alors que dans des classes, c'est un petit peu plus long. C'est pour ça que je dis aux coachs de vraiment, enfin, c'est important que les coachs soient au maximum formés pour que ben, cette classe, justement, où il y a ce skill, et ben, c'est important que les personnes se sentent presque comme si c'était coaché en individuel, justement, pour avoir un maximum de correction. C'est cette valeur ajoutée-là qui est importante. Mais c'est sûr que pour des débutants, ben, d'avoir du coaching aussi seul, c'est important. Ça leur permet d'enlever des freins et de créer des déblocages assez rapidement, quoi. Sur le point de la programmation, Alfred nous demande, et je pense que c'est un sujet sur lequel tu pourrais élaborer pendant un podcast entier, donc à refaire. Mais quoi qu'il arrive, Alfred demande comment programmer pour des athlètes allant aux Games. Donc, si on peut-être survole la distinction entre une programmation générale et une programmation compétiteur élite, comment est-ce que tu opères dans ces deux cas? Euh, c'est sûr que bah, sur une programmation compétiteur, il va quand même avoir une grosse partie quand même skill, bien que des fois on aurait tendance à dire que non.
Mais si, parce que ce compétiteur-là, justement, ce qui va faire la différence, en tout cas au début, ça va être sa technique en haltéro pour être plus efficace sur les WOD haltéro. Très souvent, les gens qui veulent faire de la compète, ils sont pas du tout efficients en haltéro et du coup, ils perdent énormément de points par rapport à ça. Et du skill sur des mouvements plus compliqués comme des ring muscle up, du handstand walk, parce que c'est des mouvements qui tombent tout le temps en compétition et qui peuvent aussi faire la différence. C'est sûr que pour des athlètes élites, ils n'ont pas besoin de faire de skill sur la gym si c'est des personnes qui déjà maîtrise parfaitement ces mouvements-là. Ce qui est bien avec le CrossFit, c'est qu'il y a quand même toujours des nouveaux mouvements. Il y a du LC2 handstand, donc ça c'est comme un mouvement qui est très délicat, ça permet de rebosser avec dessus, notamment avec l'eau. Mais du coup, on va pouvoir enlever ces skills-là pour pouvoir mettre d'autres choses. C'est sûr que bah, si on a une faiblesse en course à pied, ben, on va pouvoir mettre justement plus de temps, plus d'énergie sur ces points faibles, donc ça c'est bien. Et en même temps, on va pouvoir mettre aussi plus de volume, forcément. Un compétiteur, on va dire, pour un niveau régional ou même national, en s'entraînant 1 heure et demie par jour, ça peut suffire si la personne voilà, a quand même quelques qualités physiques. Donc que pour quelqu'un qui vise le niveau, ça suffira pas malheureusement. Alors je suis pas adepte, en tout cas, j'ai jamais donné trop de volume, je pense, à mes compétiteurs. Alors bah, il y en a qui essayent d'autres programmations, ils se rendent compte qu'il y a aussi plus de volume. Seul l'avenir nous dira si c'est bien ou pas. Je pense qu'il faut quand même y passer par là, tout en faisant très attention à garder la longévité pour avoir justement son potentiel et le maximiser au maximum, pas se griller trop vite. Mais c'est sûr que le volume, ça va être un des facteurs clés, ça c'est sûr. Et aussi de pouvoir, quand on n'est pas en période off, mais de pouvoir aussi avoir des entraînements, on va vraiment mixer si on a une personne qui est très très forte en gym, ce qui est intéressant dans le cas de Claude, c'est que bah, on va la bosser un petit peu et puis après on va vraiment la mettre que sous fatigue. Comment est-ce que Claude réagit à 50 chest sous barre une fois qu'elle a fait et du strongman et de la course à pied? Ces choses-là, quand tu as un compétiteur d'un niveau un peu plus inférieur, tu vas le faire en période avant compétition, mais tu vas pas le faire autant que sur des gens aussi entraînés et ça va créer aussi la différence, quoi. Voilà, je sais pas Super. si j'étais assez. Un bon petit survol. Comme j'ai dit, tu pourrais en Ouais, parler pendant des heures, c'est donc ça. je pense que c'est pas mal comme petite réponse. Notre ami Sav qui a posé une ou deux questions. Ton point de vue face aux pratiquants avec des progs externes dans ta box? Yes, coucou Sav. Euh, Mon point de vue, en tout cas, à Grillen, nous, on autorise les programmations extérieures. On a quelques personnes qui suivent d'autres programmations que celles qu'on a à la boxe. On va dire que c'est pas gênant parce qu'ils sont minoritaires. Si demain ils étaient majoritaires, peut-être qu'il faudrait que nous, on se remette en question du coup sur ce qu'on fait à la boxe. Donc ça peut être un des points clés. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent comme des pros ou presque comme des pros alors qu'ils ont pas forcément cet objectif-là ou pas cette vie-là et qu'ils n'ont pas du tout ce niveau-là et donc ben, ils auraient besoin d'être énormément de coachés sur plein de choses et que du coup en allant sur des prog extérieurs ils le seront pas. Maintenant il y a aussi des prog extérieurs qui proposent des suivis. Alors ça peut être des suivis vidéo, bon c'est mieux que rien. Après moi ce que je préconise, en tout cas ce que j'ai fait des classes et fait des prog extérieurs, les deux m'ont fait beaucoup progresser. Ça va bien sûr dépendre aussi de ta box où t'es. Malheureusement, si t'es une box où t'es toi peu encadré, ça existe. Ben, c'est sûr que peut-être tu vas trouver ton intérêt à faire d'autres choses. Si t'es dans une box bien encadrée, mais que t'as envie aussi de faire d'autres choses ou tester d'autres choses, pourquoi pas? Moi, je mets pas de frein à ça. Maintenant, ce que j'aime bien, c'est dire à mes compétiteurs ou aux gens qui s'entraînent en open gym, c'est de les voir au moins une fois par semaine en classe, qui me permet, un, de garder le lien avec la communauté et deux, d'être encadré. Voilà, après, nous, on l'a pas interdit à la boxe. Je sais qu'il y a des box qui interdisent le free access ou l'open gym. C'est une philosophie que je comprends parfaitement. Et voilà, je pense que c'est chacun sa philosophie par rapport à ça. Nous, on l'interdit pas, mais voilà, quand moi, je suis en free access, que je m'entraîne ou pas, voilà, si je vois quelque chose bah, qui me plaît pas, je vais le dire, c'est ma boxe. Et je vais encadrer, corriger un petit peu la personne. C'est sûr que si la personne est totalement délaissée, c'est pas top non plus, quoi. Donc il y a cet aspect-là entraînement, mais il y a aussi l'aspect communauté. C'est sûr que si tu as des personnes qui vont que dans la salle arrière sans repasser par les vestiaires, sans faire des choses et qui se mélangent plus la communauté, ça peut être un petit poison sur la durée de ta boxe, sur on va dire le cours sur la vie de ta box. Donc je pense que ça, c'est à toi de donner des règles. Si tu n'en mets pas, bah forcément les gens, ils vont faire un petit peu de tout. Si tu autorises l'open gym et que tu as des règles, que la personne mette bien son sac dans les vestiaires, comme ça évite d'avoir au fond de la box avec les autres, que cette personne-là elle vienne une fois dans les cours,
que cette personne-là participe aux événements de ta boxe, que cette personne-là fasse ça. Oui, ça fait des règles, mais je pense que voilà, si tu as des avantages d'être en open gym et être compétiteur et en droit, c'est toi qui choisis au final, hein. Si dans ton abonnement compétiteur ou dans ton abonnement free access, tu mets des règles dans l'abonnement, et ben voilà, il faut qu'ils suivent ces règles-là. Je pense qu'il y a des box qui autorisent le free access, mais qui n'ont pas créé de règles. Et du coup, après, ils disent, ah bah finalement, c'est pas bien ce qu'ils font. Donc voilà, faut juste que si toi tu veux qu'ils fassent ça, bah dis-leur et oblige-les à faire ça. Si voilà, tu veux pas de free access, ben, pas de free access. Pour moi, les deux fonctionnent et c'est pas parce que tu as du free access que tu vas mieux fonctionner que l'autre box. C'est vraiment des philosophies différentes, mais voilà. Et on en revient au final à la communication et savoir mettre les points sur les i et C'est ça, ouais. s'assurer que tout le monde opère de la même manière avec les mêmes, voilà, la même structure. Et que si les gens savent à quoi s'attendre, en général, ça fonctionne un petit peu mieux. Exactement, ouais. Sav qui nous demande aussi quel est ton plus gros regret en tant que honneur? Qu'est-ce que tu ne referais pas? Et l'inverse aussi. Euh, j'ai pas de plus gros regret pour le coup, tant mieux, je pense. Qu'est-ce que je referais pas? L'histoire du matériel, on en a parlé. L'histoire des Hmm. abonnements pas assez chers, on en a parlé également. Ça, c'est d'un point de vue pour le coup, owner et business. Voilà, je pense que le fait qu'on s'est relativement chaque année remis en question, ça nous a permis si on a fait des erreurs, de pas regretter dans le sens où ça nous a permis de les corriger, donc tant mieux. Donc j'ai pas de grands regrets pour le coup par rapport à ça. Super. Et on termine avec une dernière question de Clément qui nous demande, et ça clora notre petit chapitre entrepreneurial parfaitement. Il demande comment est-ce que tu te déconnectes du CrossFit, de la boîte, du boulot, etc. Euh, je me, à 100%, je suis pas sûr que j'y arrive très souvent. Je pense comme beaucoup d'entrepreneurs, heureusement ou malheureusement, ça dépend. La chance que j'ai, c'est que d'avoir Isa qui est quand même mon associé, donc c'est un avantage et un inconvénient, ça dépend comment on le voit, mais l'avantage, c'est que quand le couple, entre guillemets, fait la même chose ou est dans le même projet, eh ben, on comprend aussi le travail qu'on peut faire des fois à la maison en plus, ou les inquiétudes, ou les choses comme ça. C'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, si Isa finalement avait pas été dans le projet, peut-être qu'on serait plus ensemble au final, parce que ben, ça l'aurait saoulé que je passe ma vie à la boxe, par exemple, ou pas. Après, ça dépend vraiment de chacun, de l'équilibre que qu'on instaure. Mais je me souviens plus la question, c'était quoi? La question, c'est comment est-ce que tu déconnectes? Ah yes. Là, c'est sûr que d'avoir un enfant, je pense que ça t'oblige aussi, donc c'est un bon point par rapport à ça. C'est que bah on passait du temps avec sa fille, et pour le coup, ça t'oblige à déconnecter et ça te montre que bah, au final, même si demain Grillen devait fermer, pas que ça serait pas grave, mais c'est que la vie continue. Et voilà, il y a plus important que ça encore, donc tant mieux. Voilà, bah avec maintenant on a entre 2 et 3 soirées dans la semaine communes. Donc ça, c'est quand même top. Ça nous permet de se retrouver et d'être avec Liv tous les trois ensemble. Donc ça, c'est bien. Moi, ce que j'aime bien faire, notamment les soirs avec Liv, c'est d'aller au manège, de prendre une petite crêpe au Nutella et de faire un petit tour de manège avec Liv. Donc ça me fait bien déconnecter. Le sport aussi, même si je m'entraîne à la boxe, mais de faire du sport, pour moi, ça me fait quand même du bien. C'est une partie aussi de ça. Et également, ben, comme je pense plein de monde, hein, de voir ses amis, etc. Même si souvent ça reste dans un contexte sportif, d'aller voir Claude les mardis, de faire des choses avec Vic et d'autres adhérents, etc. Ça me permet un petit peu de déconnecter, au moins moi, par rapport à la boxe, et aussi de me concentrer sur ben, d'autres personnes que juste soi ou sa société. Donc c'est bien aussi, quoi. Génial. Bah écoute, Luc, je suis encore une fois vraiment très très heureux qu'on ait enfin pu avoir cette conversation sur le podcast parce qu'on en a eu plein en dehors, mais finalement une qu'on a pu enregistrer. Et je suis content qu'on ait pu prendre cet axe gestion de box, entrepreneuriat. Je pense que c'est un sujet qui demande à être exploré plus souvent. Ok, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs aussi de ce genre d'informations. Donc merci d'avoir pris de ton temps aujourd'hui pour voilà, partager toutes tes expériences, ton savoir. Et j'espère en tout cas avoir pu apporter quelques pièces aux auditeurs. cool, merci à toi. Et au plaisir de te voir. Ben, je monte chez toi la semaine prochaine, donc à tout bientôt. Yes, à tout bientôt. Merci Luc. Salut Sean. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu souhaites soutenir le podcast, prends quelques instants pour laisser un témoignage écrit et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Si tu veux revoir cet épisode, tu retrouveras l'enregistrement vidéo complet sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras également des centaines d'heures de contenu gratuit, tous mes podcasts, mes pensées du jour, mes présentations structurées et bien plus. Donc n'attends pas, abonne-toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao!